Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Salut à tous, bonjour bande de petits castagneurs. Salut à mon pote Adri, mon pote Adri Castagne FM. Comment ça va? Bonjour Jérémy. Toi, je te pose pas la question, tu m'as l'air en grande forme. Eh ben écoute, ouais, je suis en très très grande forme parce que voilà, donc on en a parlé la dernière fois au dernier podcast avec les frères Akapovi. Et donc là, ce podcast sortira quand je serai sorti du bloc opératoire. Donc ça veut dire que mon genou ira bien, tout ça. Donc je suis heureux en avance. Voilà, je prévois le fait d'être heureux et bien. Et donc ça veut dire que finalement, après tout suspense, mars, tu t'inscris dans un club de jiu-jitsu brésilien, c'est ça? Alors ça n'est pas encore dit, mon pote Adri, mon pote Adri Castagne FM. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un. Alors, on a un peu honte quand même parce que ça fait 1 an et demi de Castagne FM. Ouais, 1 an et demi, c'est ça maintenant. Je crois qu'on est à la 33e émission là. Ouais, mais c'est comme on va dire qu'on n'a pas honte. C'est comme la dernière fois avec les frères Akapovi, pareil. Enfin, je veux dire, ça fait 1 an et demi et on n'avait toujours pas reçu une personnalité du jeu. Bah, pourquoi tu ris? Si, bah si, non? Ok, ouais, si tu veux. Ah oui. Un invité exceptionnel. Et voilà. David Pierre-Louis, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Les nuits sont courtes, mais ça va bien. Eh ben oui, alors les nuits sont courtes parce qu'on était justement en train de parler de ça tous les deux, puisqu'on est un peu dans la même situation. Tu viens d'avoir un petit bébé aussi. Exactement. Et franchement, c'est génial. Combien de temps, le sexe, le prénom si tu veux? C'est une fille, elle s'appelle Aina et elle a 4 mois. Eh ben c'est très joli, Alors, Aina. en plus, pour la petite histoire, c'est que j'ai un élève qui m'envoie un message le jour où ma femme accouche. Et elle me fait, voilà, ma fille s'appelle Aina et elle est née aujourd'hui. Incroyable. Exactement, et c'est un de mes élèves. Et elles ont le même prénom, elles ont le même âge. Alors, donc tu lui as piqué le prénom parce que c'était pas prévu. Elle devait s'appeler Juliette. Il est sympa. Charlotte. Aina, c'est ça. Aina. J'aime bien. Alors ce qui est marrant, c'est que nous on l'a choisi, on a fait des tas de choix, mais on s'est arrêté. Je me suis arrêté sur celui-là. Je n'étais absolument pas au courant que sa fille allait s'appeler Aina. Bon, les orthographes sont différentes, mais voilà quoi, c'est le hasard. C'est pas courant, Aina? Oui, tu lui as transmis quelque chose, c'est toi son prof, je veux dire, ça peut pas être un hasard. Oui, voilà, alors c'est grâce à moi en fait. Mais bien sûr, voilà. mais bien sûr. Je lui ai pas encore dit. Mais il le sait pas encore. Déjà, il te doit Dominique, son si jiu-jitsu. tu m'écoutes, tu sais. mais il écoute forcément. Oui. Voilà. Oui. Il a En pas le plus, choix. Il est en train de créer sa section à Madagascar. Ah, on aime Madagascar. Exactement. On va appeler ça Mada. Voilà. Exactement. Et Aina, Ouais. et ça veut dire quoi? C'est de quelle origine? Alors, en malgache, ça signifie vie, et en japonais, ça signifie amour. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que c'était également une transcription, je crois, c'est en norvégien du prénom Anna. D'accord. Donc, en fait, c'est multiculturel. Il y a des tas d'applications, Que des belles choses, quoi. normalement. Pourquoi en malgache tu es malgache, toi? Non, moi, je suis martiniquais. Je suis martiniquais. Et on a cherché, il y avait des tas de prénoms, on s'est arrêté sur celui-là. On n'était jamais d'accord, ma femme et moi. Et c'est moi qui, le jour de la naissance, lui ai dit, ma fille s'appelle Aina. Et puis sous anesthésie, elle a pas osé dire non, c'est ça? C'est quand même rare, hein, les femmes enceintes anesthésiées quand même. Enfin, je sais pas comment est sorti le bébé, mais enfin c'est quand même très très rare. Hein. Je sais pas si t'es prêt. Hein. C'était avec qui qu'on parlait des accouchements? C'était avec Gaëtan? Oui, oui, avec Gaëtan, t'as raison. C'était beau ça. Avec Gaëtan Dambo, on parlait de l'accouchement de sa femme. C'était même assez. Il y avait pas mal de détails d'ailleurs. Hein. On parle de tellement de choses intéressantes sur ce podcast, c'est incroyable. Ouais, donc vous, l'accouchement s'est bien passé, t'es heureux, t'es le plus heureux du monde. C'est ta première? Ma première. Enfin non, c'est pas vrai en fait. T'en as combien des enfants? En vrai? Chérie, n'écoute pas. Mais non, je parle. Oh, écoute, David, mais non. Oh mon Dieu. Je parlais des élèves. Je rêve, le mec s'est vendu. Ah putain, merde, comment tu sais, je rêve et tout, tu fais chier. Putain, tout le monde me dit, mais t'es martiniquais, t'en as plusieurs, c'est obligé. Je fais, ouais, tu sais. Alors, on n'ose pas la faire, nous. L'instant cliché de Castagne FM. T'inquiète, je suis vraiment à l'aise avec ça. Combien d'élèves? Je ne sais pas, j'ai pas compté. Au NCU en ce moment on doit être
250 entre la lutte livrée, le Ah ouais. MMA et le jiu-jitsu. Ouais, au moins 200, je pense. Ouais, Ah, ça fait une belle petite section quand même. ouais. C'est un gros club, un des gros clubs, le NCU. Hein. Ah oui, Ouais. c'est Maintenant, c'est c'est des Infinity. grosses équipes. On s'est rebaptisé. On a changé le. Pourquoi? Poursuite du projet, nouveau projet, c'était pour intégrer également de façon plus prégnante Fabien, qui s'occupe de la Alors, lutte pas de livrée. name dropping, Fabien. Brochetel. Fabien Brochetel. Oui, parce qu'après les Evoluta. gens me disent ouais les gars, on comprend pas de qui vous parlez. Fabien Brochetel, Evoluta, voilà, qu'il a créé son style de luta. Et donc voilà, quoi. C'est pour que vraiment ça soit pas juste François Laurent et David Pierre-Louis qui soient les chefs du NCU, entre guillemets, sachant que le projet initial c'était François, David et Flavio Peruba. Et maintenant, c'est Fabien, François Laurent et moi. Attends, quand même, on va repartir là depuis le début. Comment on en est arrivé là, David Pierre-Louis? David Pierre-Louis, qui es-tu? Non mais parce qu'on est là, on en... T'es tellement professionnel, on dirait Bah un non. journaliste de France Inter. Ouais, tu trouves? David Pierre-Louis, pourquoi? C'est vrai, Ouais, j'écoute comment France Alors, Inter non, et j'ai attends, l'impression d'être sur attends, France excuse-moi. Inter. David Pierre-Louis, pouvez-vous s'il vous plaît nous expliquer exactement qui vous êtes et d'où vous venez, s'il vous plaît? Non, ça c'est du téléphone rose, mon pote là. Mais quel genre de téléphone rose tu appelles, s'il te plaît? Ah mon pote, Celui-là, tu me fais- Celui avec des hommes avec des grosses voix. et de la barbe. Mon Dieu. Moi, si t'étais là, j'appellerais tous les jours. David Pierre-Louis, alors donc, raconte-nous. Je veux surtout pas te faire d'effet parce que... On sait jamais. Écoute, je suis David Pierre-Louis, je fais du jiu-jitsu brésilien depuis à peu près 20 ans, je pense. C'est ça, t'es quand même un des anciens. Je sais pas si c'est un des fondateurs. Non. Mais un des anciens, quoi. T'es On quoi, va la dire, deuxième génération, quoi. Si on veut être exact, ça serait plutôt la troisième. C'est-à-dire qu'en première génération, il y a des gens comme Christian Derval et Guy Mialo. Ensuite, Alain Nagera, Patrick Bitan. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, que j'oublie. Je pense que également Aziz Chérigui, on peut la mettre dans la première... Aziz Chérigui, Gaël Koadik, première génération. Enfin, si on parle pas de Gilles Arsène, on va se faire... Gilles Arsène, ah oui. Ça rigole. Première génération. Alors, Gilles Ah, c'est vrai Arsène, qu'on parle de fossiles, hein, je veux dire, mais... sois gentil, on a le truc usé, quoi. Il va me voir, il va me taper. David, j'ai besoin de te parler. Non, Gilles, s'il te plaît. plus, c'est exactement ça. David, il faut que je te parle. non. En plus, il m'avait fait les gros yeux au Brésil, lui, la première fois qu'on s'est croisés. Ah ouais? Il dit, mais pourquoi il me regarde comme ça? Il me fait peur. On est très très fan de Gilles Arsène. Ouais, Ah non. vraiment, on est sur fan de Gilles Il est Arsène. cool, Gilles Arsène. Et troisième génération, après, François Laurent, moi, et puis plein d'autres. Et pour situer, Olivier serait de la quatrième. Mais quand je parle de génération, Olivier. c'est Michalesco. Oula, pas de name dropping. Olivier Michalesco. Mais mais quand on parle de génération, c'est sur 2-3 ans d'écart max. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. C'est tout, hein. C'est pas 20 ans, quoi. C'est très clair. Non, c'est vraiment, c'est 2 ans, quoi. Assez intéressant le concept de 3e, 4e génération pour les plus anciens, quand même. C'est assez rigolo, je trouve. C'est un sport tellement jeune, c'est sûr qu'on va parler de 4 générations pour que ça veuille dire quelque chose, parce qu'après, Ouais. évidemment, il y en avait plein qui pratiquaient. Oui, Mais bien vous, sûr, bien pas sûr. toi, du moins, quand t'as C'était démarré, sur Paris, quoi. ça faisait 4 ans que ça existait en France, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Et puis, il y avait 2 centres. Il y avait forcément le Cercle Tissier, qui est toujours présent et super bien représenté. Et puis, il y avait le Sud avec David Giorsetti. Ouais. Et sur Paris, ensuite, il y a eu un peu la rivalité Cercle Tissier, Temple des Arts Martiaux. C'était pas Keijin, plutôt? Non, Temple des Arts Martiaux. D'accord, ok. Sachant que Kajin, c'est venu un peu après, c'était plutôt affilié Temple des Arts Martiaux. Mais Peut-être qu'il était plus MMA ou je ne sais plus oui, trop. ah C'est oui, ça, en fait, carrément, c'était MMA. carrément. Ouais. C'était beaucoup plus MMA. En termes de jiu-jitsu pur, c'était Cercle et Temple. Et donc toi, tu as commencé où exactement? Au Cercle. Moi, j'ai commencé en Martinique Ok. avec César Gomez, qui est un Espagnol qui avait voyagé au Canada, qui ensuite avait posé ses valises en Martinique et qui enseignait, qui était ceinture bleue ou ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Non, ceinture bleue à l'époque.
Il avait étudié un peu avec Rickson Gracie. Ensuite, il avait étudié surtout au Canada. Et puis, il était fan de MMA, de boxe, de karaté contact, de Kali. Enfin, le type, il savait tout faire. C'était assez impressionnant. Et puis voilà, j'ai commencé avec lui. Ensuite, je suis venu ici. Comment tu t'es retrouvé à pousser la porte la première fois? Qu'est-ce que... Alors, j'étais à la fac de Martinique, campus de Schellcher. Et à l'époque, je faisais... bon, alors, rigolez pas. Parce que j'allais dire, qu'est-ce que la fac de Martinique? Qu'est-ce qu'on y fait? En fait, il y avait une salle où on faisait des arts martiaux. Et moi, en fait, j'étais super fier de moi, en fait, vraiment. Parce que j'avais pratiqué toutes sortes de disciplines. Donc, non mais t'inquiète pas, tu seras pas ridicule. Hein. Samuel Petit faisait du volley, hein. Donc y a pas de souci, hein. Tu peux y aller. Hein. Ouais, Envoie. T'es un salaud parce que tu la replaces souvent celle-ci. Hein. C'est sale quand même. C'est à sale, cause quoi. du short. Samuel, si tu m'écoutes, je n'ai rien dit sur ton short. Et en fait, je faisais de l'aïkido. Je faisais de la boxe thaï. Ah ouais. Arrête, calme-toi. Il peut encore te casser la gueule, hein. On se rappelle, hein. Tous nos invités sont très dangereux. Je faisais du Viet Vo Dao. Je faisais de la boxe. C'est pas toi qui faisais du Viet Vo Dao, Adrien? Ouais, mais enfant, ouais. Putain, t'étais une arme vivante en fait. Adrien. Tu te déclarais à l'aéroport, tout ça, quand tu sentais... Je suis toujours une arme vivante. Le Vous êtes Viet fous, les Vo gars. Dao. Tu faisais quel style? Vovinam, j'imagine. Vovinam Ah, Ouais, d'accord. j'imagine, ouais. Je sais même pas qu'il y avait plusieurs styles. Ouais. Ok. Parce que Vovinam, c'est son kimono bleu. Mais Non, la- nous c'était noir. Noir Ouais, Alors, ouais. parce que, bon, bah, tu as le style du phénix, ça. Exactement. Tout à fait ça. Moi, ouais. c'était le Tanlong. Je faisais du Tanlong. Non, que je connais pas tout ça. C'est Ouais. t'as de style en Viet Vo Viet Vo Dao, Dao. Ouais. Puisqu'en fait, ça signifie la voie du combat vietnamien. Dao D'accord. pour voie, Vo pour combat et Viet, vietnamien. Voilà. T'as appris quelque chose. Non, mais ouais, Je c'est... sens que t'as envie de t'y mettre. là. Non, non, pas du tout. Non, ça fait partie mais déjà c'est hyper obscur en fait, on en voit trop peu. On n'a pas... Je crois que le seul contact que j'avais pu avoir avec le principe même du Viet Vo Dao, c'était les To Be Free. Il y avait Franck qui était c'est spécialiste dans On est allé le loin. Viet Vo On Dao. va arrêter, on va recentrer le débat. s'il vous J'étais plaît. jeune, hein, je sais pas à quel âge Ouais, t'as, mais moi j'étais jeune pour les non, To Be mais Free. ta hein. référence de To Be Free et du Viet Vo Dao alors que j'ai fait du Viet Vo Dao. Alors qu'on parlait du style du phénix, tu gâches tout. Tu Exactement. gâches tout, Jérémy. Eh ouais. Mais non, mais c'est à vous de vous remettre en question. Qui fait du Viet Vo Dao? Qui fait du jiu-jitsu à cette table? On est trois, je t'ai dit, il y en a que deux. Alors Viet Vo Dao, C'est pas il y a, faux. lui c'est du Vo Tuat. C'est le Nog. Je sais pas. Là, je n'ai aucune Alors, idée de ce dont tu parles. bah, qui lui fait pas mal de combats en MMA. D'accord. Et Jean-François Lenog, et qui a fait pas mal de combats professionnels, hein, Jean-François Lenog, ouais, et qui à chaque fois représente le style, Vo Tuat. Il a son kimono marron, manche courte. Et d'ailleurs, la première compétition que j'ai faite en France, c'était le tournoi de l'an 2000. C'était une compétition de Vo Tuat. On n'avait pas le droit, on combattait à main nue. On n'avait pas le droit de frapper au visage. Mais on avait le droit de mettre des high kicks et on avait le droit au soccer kick. C'est-à-dire que si tu étais au sol, j'avais le droit de te shooter dans la tête. Mais pas le droit aux droites, quoi. Mais pas le droit aux droites. Oh la violence. Ouais. Et c'était ma première compétition en France de combat. C'était Ah pas ouais. ma première compétition de sport de combat, mais c'était ma première compétition en France de sport de combat. Ouais. Donc t'as fait plusieurs années d'un sport pourri et à un moment tu t'es dit je veux faire un vrai sport de combat. Oui, Donc c'est ça? Pourquoi Justement, tu me disais comment je suis venu sur le campus. J'ai vu des gars qui se roulaient au sol et qui faisaient des trucs. Et moi, je me disais, moi, je fais de la boxe thaï, donc je sais faire la percussion. Avec l'aïkido, je sais faire des clés, je sais faire des projections. Et il me manque le sol. Et en fait, il y en a un, il m'a attrapé, il m'a amené au sol, il m'a fait une clé de jambe. J'ai rien compris. J'ai fait, j'ai envie de faire ça en fait. Et puis j'ai vu aussi l'UFC 2 avec Royce. Et ça m'a traumatisé. Ouais, voilà. Ça On m'a en arrive traumatisé. toujours à cette histoire-là. Ça hein. m'a traumatisé. Mais c'était un traumatisme, ce truc, de voir un petit gars qui arrivait, et puis déjà la violence des combats. Et là, tu te dis, en fait, c'est ça la réalité. Donc je veux faire ça. Et Royce, c'était vraiment le précurseur. Enfin, je pense que Royce a fait plus pour le JB que Rickson en termes de diffusion. Mais c'est aussi très à clair. cause du produit. C'est-à-dire que le produit UFC, avec les cassettes VHS à l'époque, hein, c'était magnétoscope, c'était pas la demande Netflix et tout ça. Donc, Ouais, je crois que ça a traumatisé tout le monde là. il y a de quoi. Ouais, c'est beaucoup ressorti là ces derniers temps depuis là, c'était ce week-end. Gros temps ce week-end. Il y a eu la victoire de Kron Gracie. Gracie qui a gagné à l'UFC. Magnifique. Alors c'était son 5e combat, hein, mais là c'est l'UFC donc forcément il y a eu un gros marketing dessus. Il gagne par soumission contre
un vétéran, pas quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel, mais il avait fait plus de 25 combats, je crois. On peut dire un gatekeeper quand même. Il faut Voilà. passer par lui Ouais. avant de passer à un certain niveau. Mais vous avez vu le combat? J'ai juste vu la fin, moi. Vous n'avez pas vu le combat? Non. Parce Pas que en entier, non. c'est assez typique du style. Même s'il adopte une garde de boxe, il boxe pas vraiment. Il avance avec le pied, un peu à la Rickson Gracie. C'est ça. Et avec une droite, entre guillemets, je pense qu'il est gaucher, enfin il est droitier, donc normalement il devrait boxer avec le pied gauche en avant, avec une droite qui lui permet de tomber directement en clinch et de passer directement derrière Alex. Et il n'a pas cherché à le boxer réellement, parce que quand on voit les images de lui à l'entraînement, on voit qu'il peut boxer, mais il ne cherche pas à boxer. En tout cas sur ce combat-là. Lui, il voulait simplement arriver au corps à corps en prenant le moins de coups possible. Et c'est assez, typique de ce style-là. Enfin, C'est d'un pour ça certain qu'il y a eu style. beaucoup de parallèles. J'ai vu déjà les vidéos montage entre les premiers UFC et son combat. Les coups qui étaient pareils, le passage de garde pareil, enfin Ouais, la passage prise de dans le dos, ouais. voilà. C'est pas... Gros marketing quand même. Hein. Oui, gros marketing, mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment un style assez old school, Voilà. typique du Gracie Jiu-Jitsu. Mais Kron a, même dans le Jiu-Jitsu pur, en compétition Jiu-Jitsu et tout, il a un style old school. Il se définit lui-même comme comme ayant un style old school, puisqu'il dit que lui, Kron Gracie, c'est quelqu'un qui ne croit pas au point, qui ne croit pas à tout ça. Il est là pour la soumission, il est là pour rien d'autre. Il a toujours défendu ce fonctionnement-là. Hein, lui, Ouais, hein. mais bon, on va dire, par exemple, que la garde fermée, c'est old school. Allez, on est... Ben oui, puisque c'est le principe, c'est un des principes fondamentaux du Jiu-Jitsu brésilien. Donc oui, on va dire que c'est old school. La garde fermée a été développée et créée en 95-96 lors des premiers championnats du monde de jiu-jitsu brésilien parce qu'on pouvait gagner la compétition avec des avantages. Et donc, quand tu ramènes à la création du jiu-jitsu brésilien ou du jiu-jitsu brésilien que faisaient les Leo Gracie et compagnie, il n'y avait pas de garde fermée pratiquement. C'était de la butterfly, c'était de la Z-guard, c'était ces trucs-là. Il n'y avait pas de garde fermée, on fermait pas la garde. On fermait peu Alors, la garde. on la fermait pas ou elle existait pas. On la fermait très peu. Donc elle existait. Elle Ça existait. fait partie des piliers du Jiu-Jitsu brésilien. Prouver que quand on Oui, est au oui. dos, on peut contrôler quelqu'un en fermant la garde derrière et on peut pas l'ouvrir si Tout facilement. à fait d'accord avec toi. Mais quand tu vois comment certains ils font énormément de garde fermée et dès qu'ils font garde fermée, on dit qu'ils sont old school par rapport au style, la De La Riva, ça date pas d'aujourd'hui. Alors les développements autour de la Riva, ok. Mais même quand tu regardes Single X et X, on dit Marcelo Garcia, il a son style à lui, mais il serait plutôt old school. Mais quand tu regardes Single X et X, c'est absolument pas old school aujourd'hui. Et ce que fait Marcelo Garcia, quand tu vois les nouvelles techniques, parce que à un moment donné, il y a eu l'ère du berimbolo. Maintenant, on est plutôt sur quoi? On est plutôt sur du Single X. Beaucoup de Single X, prise de dos. Voilà quoi. Il y a eu comment ça s'appelle, le berimbolo, le 50-50. Là, on revient beaucoup sur du Single X avec main au col et main au pantalon. À partir d'une De La Riva vers transition Single X. Et ensuite, soit tu passes en X, soit tu prends le dos, soit tu fais tomber. Donc, Plus sportif quand même. Hein. Plus sportif, mais Plus chaud quoi. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, on recrée des choses. On ne crée pas, on réinvente des choses. Et quand On les adapte. On s'adapte, exactement. Et à un moment donné, les gens n'avaient pas l'habitude de travailler avec le berimbolo. Donc tous ceux qui maîtrisaient un peu le berimbolo arrivaient à prendre le dos ou arrivaient à renverser. Maintenant, comme c'est rentré comme l'une des techniques, incontournables, les gens sont beaucoup plus habitués, ça passe beaucoup moins. Donc, dans quelques temps, ça dépendra, quand les gens seront habitués à défendre sur un Single X, on sera obligé de revenir vers autre chose. Et donc, il y a des grandes étapes, des grandes périodes comme ça, et ça tourne. Je ne vais pas dire que c'est de la mode,
mais c'est l'adaptation pour si, gagner. si. Bah, c'est Mathias Jardin hein, qui l'avait dit là sur le. Enfin, Mathias Jardin et Alex, Ouais. enfin Alexandre Docampos qu'on avait eu pour Castagne FM, donc consultant de choc, qui disait qu'effectivement là ils avaient vu par exemple grand retour de la 50-50 aux Européos, ça avait été là, et même des ceintures bleues, des juvéniles bleus qui envoyaient de la 50-50 à tout va, et il disait que là vraiment cette année il y avait triangle et 50-50, c'était les choses qui étaient revenues aux Européos. Ah ouais, je suis d'accord avec eux, ça tourne comme ça et en fonction, c'est-à-dire tu vois de moins en moins de tentatives de berimbolo, sauf par les grands spécialistes berimbolo. C'est un peu comme en MMA, c'est pareil. Il y a toujours eu des périodes. D'abord les jutsuka, ensuite les lutteurs, puis ça a été les strikers, puis ensuite machin. Ça a tourné en fait. Tous ces sports jeunes-là, il y a des vraies étapes. Ouais, avec cette chose quand même qui fera que les lutteurs ont une forme d'avance, c'est-à-dire que les lutteurs ont toujours eu la main lourde. C'est ça. Donc, si le type te tape, tu T'as as mal. Oui, c'est ça. Le jutsuka n'a pas forcément ça. Ouais. Le jutsuka n'a pas la main lourde. Ok, ça c'est une chose. Ça c'est la première chose. Et le boxeur peut bien frapper, mais pas forcément avoir cette main lourde qui va fixer l'autre et qui fera que tu vas être fixé et l'autre va pénétrer, te bloquer ou te jeter et après te défoncer. Donc le lutteur a dans sa préparation et technique et physique quelque chose qui fait que les autres styles doivent s'en inspirer. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jutsuka qui se mettent à la lutte, et le style boxe-lutte a fait ses preuves depuis longtemps. Et le développement du MMA moderne avec les règles unifiées et le temps de combat fait que malgré tout, sur 5 minutes, vu les temps d'observation et les prises de risque tactiques ou les non-prises de risque tactiques, sur 5 minutes, celui qui aime travailler sur le dos, qui aime travailler au sol pour aller vers la finalisation, n'est plus il a moins de temps, c'est sûr. Il est beaucoup moins avantageux, il a moins c'est de sûr. temps. Il a moins de temps. C'est pour ça que moi, par exemple, Cron Gracie, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. C'est-à-dire que je pense qu'il peut rentrer dans le top 15, voire dans le top 10. Ah, le jour où il va tomber sur un lutteur très très solide. Après, le contre-exemple, c'est quand même aussi Damien Maia. Quoi, non, justement. Damien Maia est pour moi le meilleur exemple. Le meilleur exemple de ma théorie. Prouve-le. Il n'est pas champion. Oui, il n'est pas champion. Enfin, il a quand même été jusqu'à défendre le titre et on lui a jamais proposé de redéfendre. Et pourtant, il a une très bonne lutte. Il a une excellente lutte. Il a eu 2 title shots, je crois, Damien Maia. Mais Damien Maia, Damien Maia, il est exceptionnel. Il boxe finalement pas trop mal, hein. On l'a correctement. vu, c'est pas mauvais. Hein. Il peut amener tout le monde au sol. Mais quand il n'arrive pas à amener au sol... Ouais. Et Jacare aussi. Hein. Et Jacare, exactement. Les 2 meilleurs qu'on ait et jamais eu en MMA. Et je suis désolé, mais tu prends un Jacare et tu prends un Jacare et tu prends un Damien Maia, en termes de jiu-jitsu, c'est 1000 fois mieux que Werdum. Mais le niveau technique fait que Werdum a pu avoir le titre. Et puis je pense aussi que Werdum a une main plus lourde. Mais c'est-à-dire qu'à ce poids-là, quand ça tape, ça fait mal. Tu tombes. Et Werdum, moi j'ai vu Werdum se faire éclater, avec tout le respect que je te dois, Werdum. Il y a peu de chances qu'il écoute. Il y a très peu de Brésiliens qui ne parlent pas français qui nous écoutent. Il y en a quelques-uns. Je vais te dire un truc. Je prends pas de risque. J'ai envie de rester en vie. Il a raison. Werdum, je te respecte. je fais le canard. Est-ce qu'on le respecte aussi? Bien sûr. Mais bien sûr. Okay, on le respecte. Voilà. Fabricio, si tu nous écoutes, honneur et respect à toi. Mais Werdum, j'ai vu Werdum se faire arracher par Jacare. En jiu-jitsu brésilien. En jiu-jitsu brésilien, devant moi. Waouh, Jacare, exceptionnel. Évidemment. Je savais pas que tu étais passionné de MMA aussi, que tu t'y connaissais, enfin je vais dire aussi, parce que donc on va continuer à parler du jiu-jitsu brésilien quand même, de ton évolution dans le jiu-jitsu brésilien, et je savais pas que tu étais aussi... Parce qu'il n'y a pas de section MMA, hein, si je me trompe pas, chez Infinity, donc... Si. C'est vrai ? Ouais. Ah bah... Une petite section MMA, enfin qui grandit. On envoyé quelques gars en MMA amateur, on a eu quelques combattants qui sont allés... par la CFMMA au monde de MMA amateur, puis quelques combats en pancrace. Alors après on a quelques gars qui sont passés ensuite chez Fernand,
Puisque bon, Fernand quand même a attiré beaucoup de monde avec sa structure. À la MMA Factory. À la MMA Factory, Fernand Lopez. J'avais eu de très bonnes relations et j'ai toujours de très bonnes relations avec Cyril Diabaté. De temps en temps, il y a des gars qui viennent, enfin surtout Papou, enfin Manu, j'oublie son nom de famille, je suis désolé, qui vient s'entraîner. Donc voilà quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le combat. Ce que je préfère, c'est le jiu-jitsu. Et ce que j'aime, c'est le combat. Donc la lutte, le judo, la boxe anglaise, la boxe thaï. Le Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao, l'aïkido, si tu vas de ce côté-là. J'ai une passion également pour un certain type de kali au contact. Bon, c'est assez drôle, je crois que c'est la première fois qu'on a un invité qui est vraiment fan d'arts martiaux de façon générale. T'es un peu le premier, la plupart des gens, bon, ils rigolent doucement sur tout le reste. Ouais, mais toi, t'aimes bien. Moi, le combat. Le combat, ouais. Le combat. Ouais. Pas la bagarre. La bagarre, c'est autre chose. Je pense que, comme je le dis à mes élèves, tu fais que du combat, entre guillemets, qu'avec la force, c'est la bagarre. Et la bagarre, tu l'as ou tu l'as pas en toi. Moi, je l'ai pas en moi, je suis pas un bagarreur. Tu ne fais que de la technique, c'est de l'expression corporelle. C'est de la danse, quoi. C'est de l'expression corporelle, j'ai du respect pour la danse. Ah ouais, parce que c'est méchant pour toi, l'expression corporelle. Enfin, c'est méchant. Non, mais je veux dire, tu t'es exprimé corporellement, physiquement, magnifique. Bon, c'est quoi le but ? Ouais. La danse, il y a un but. Bon, il y a danse et danse. Mais L'expression corporelle, c'est aussi de faire passer des émotions. ça, c'est l'art. C'est France Inter qui revient. Tu reprends une belle voix. Oui, les émotions. T'as senti mon regard vers toi, non? Ouais, il a senti mon regard aussi vers lui. Je voulais, les gars, je voulais sentir vos regards. Ça t'a plu le téléphone rose ou pas? J'ai adoré. Alors, sans déconner, tu as la voix d'une femme qui passe sur une radio et la nuit. La voix d'une femme. Ouais, Bon, c'est ça. Ah, ça me ferait la pauvre. Quand elle se fait sexy. La malheureuse. Non, parce que à la limite que moi j'ai cette voix, bon, mais alors si une femme a cette voix-là, quelle horreur. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. C'est toi. Et tu vas faire, et elle va faire quoi? Et elle va faire quoi? Je suis d'accord. Jeanne, si tu nous écoutes. Autant de respect pour Verdum. Voire plus. Elle comprend le français. Donc en Martinique, tu découvres le jiu-jitsu brésilien. Exactement. Et comment ça se passe après ça? Donc tu débutes là-bas, ceinture blanche, bleue, violette? Blanche. Blanche. J'ai passé ma bleue ici avec Elana Gérard au Cercle Tissier. Voilà. Et il y avait un passage de grade juste après l'Open de Vichy, qui était la première compétition de jiu-jitsu brésilien que j'ai pu faire et qui était organisée par le Cercle Tissier. C'était la fédération de jiu-jitsu brésilien. Enfin, l'emblème, c'était un coq dans un triangle. D'accord, okay. Ça va pas nous... Ouais, non, là, ça me dit rien. Voilà, c'est old school. C'est l'histoire, messieurs. Voilà. Et donc là donc t'es ceinture bleue, là. Et là, après la compétition, je passe ceinture bleue. Je passe mon grade et là, je vais au Brésil et j'ai fait le championnat du monde dans la foulée. Ah, tu fais partie de cette fameuse équipe qui est partie au championnat du monde? C'était pas la première fois. La deuxième je pense que c'était la deuxième fois qu'il y avait des Français qui allaient au championnat du monde. Ah ouais. Oui, et donc à cette fois-là, vous aviez vos vrais grades. C'était pas genre, bon écoute, on a besoin d'une marron, on a besoin d'une bleue, on a besoin d'une machin. Là, vous aviez vos vrais grades, vous étiez dans vos vraies catégories, tout ça. Ouais, c'est ça exactement. Et là, je me fais sortir au premier tour 2-0 contre le type qui fait deuxième de la compétition et qui perd sur un avantage. Une espèce d'Hawaïen... enfin hawaïen, brésilien, je crois qu'il était hawaïen, qui faisait mon poids mais qui avait une tête de moins. BJ quelque chose. Non, pas BJ. J'ai croisé BJ lors d'un stage, il était ceinture marron, j'étais ceinture violette. Je le prends en garde fermée. 5 secondes plus tard, il est en montée. Il n'avait pas ouvert ma garde. Cet enfoiré. Il n'avait pas ouvert ma garde. J'ai fait, mais comment il a fait? Et comment il a fait? Parce que là, je visualise pas. BJ Penn, c'était un phénomène. Il avait une force et une souplesse. C'était incroyable. Non, mais le type, ça m'a fait tellement de peine. Qu'il se fasse soumettre au dernier combat. Ouais, mais il a quel âge aussi? Enfin, je veux dire, bon... Ah, je pense qu'il était pas... Est-ce qu'il était préparé, franchement? Je sais pas. Parce que quand tu vois ce que l'autre fait et qu'il y a des gens moins forts que BJ Penn au sol qui ne se sont pas pris cette clé... Alors, l'homme surpris, l'homme battu, hein, comme on pourrait dire. Mais c'était
c'était triste, quoi. Parce que c'est... Bon, on peut pas être et avoir été, hein, mais... Ouais, c'était tristoun, ouais. J'ai l'impression qu'il avait pris ce combat un peu... voilà, il s'est dit, allez, je vais y aller, ça va être cool. Et qu'il s'est pas vraiment entraîné. C'est l'impression que j'ai eue, moi. Je sais pas, enfin... C'est dur à dire. C'est triste, parce que... Enfin, le type, quand il a gagné au Brésil, il a fait 3 ou 4 ans de jiu-jitsu brésilien, et il les a... Tous marbrés. Ah ouais. Mais c'est le premier non-brésilien à avoir gagné, hein, quand même. C'est vraiment l'histoire, BJ Penn. Et après, double champion UFC, dans 2 KT, hein, si je ne me trompe pas. Premier à l'avoir fait aussi. Ouais. Enfin, le parcours, ça va. Maintenant, bon... Ça va parce que tout le monde parle de Conor McGregor, le premier, mais c'est pas vrai, c'est BJ Penn qui a été le premier à sortir 2 ceintures. Ouais, et double record, enfin, c'est vraiment une légende, quoi. Bon, ben voilà. Le truc, c'est que les choses passent vite, hein, c'était il y a 7, 8, 10 ans maintenant. Et premier champion du monde de jiu-jitsu brésilien à avoir une ceinture de l'UFC. C'est-à-dire qu'il faisait les deux en même temps ? Non. Mais il l'a fait, il l'a eu. C'est-à-dire que Verdum l'a fait, et qui d'autre l'a fait ? Ni Maia, ni Jacare. Oui. Une vraie légende, ouais. S'il nous écoute, on lui passe le bonjour. On le respecte, lui aussi. Alors, aloha. Et donc, combattu contre BJ Penn. Ouais, c'était lors d'un stage. C'était Jeremy Dels qui l'avait fait venir. Et c'était exceptionnel parce que, en fait, c'est là que j'ai appris la garde de la Riva. Ah ouais. Et toi, alors, ton équipe, c'est De La Riva, on est bien d'accord, hein, tu es sous De La Riva. Le maître de la Riva. Et en fait, le premier contact que j'ai eu avec un expert brésilien, c'est Moacir Bocaomena, qui est venu en stage en Martinique à l'invitation de César Gomez, et qui était représentant de Ricardo De La Riva pour le Nord-Est, dans la ville de Recife. Et donc, c'est, pour moi, entre guillemets, la première fois, quand j'ai commencé, c'était le premier expert que j'ai connu, vraiment, c'était De La Riva. Je suis venu en France, j'étais chez... c'était monsieur Christian Derval qui tenait les rênes du cercle Tissier. Et il y avait une représentation plutôt de Rickson Gracie. Ça n'a pas duré très longtemps, je crois que ça a duré 1 an ou 2. Puis ensuite, c'est passé... il y a eu l'ère Bering, Flavio Bering, de São Paulo. Et en fait, la première fois que j'ai connu la garde de la Riva, puisque bon, j'avais jamais vu ça. De toute façon, au début, ça faisait partie des gardes hyper compliquées, alors que maintenant, ça fait partie des basiques, hein. Ouais, tu dois connaître la garde de la Riva. Et ben, c'était lors de ce stage, il était venu avec son prof, c'était Maxwell, je sais pas, j'oublie son nom complet, qui était ceinture noire, lui il était ceinture marron, et ils avaient fait cette fameuse prise de dos à partir de la garde de la Riva lorsque l'adversaire est debout, et pour moi j'avais vu la magie. Ouais, c'est vrai que j'avais vu de la magie. Peut-être que vous visualisez tous cette technique, mais c'est vrai que ça fait partie des premiers trucs vraiment assez simples et qui sont en fait très impressionnants. C'est devenu simple. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça n'était pas simple. C'était le truc... à l'époque, moi, mes 3 premières années de compétition, voire mes 4 premières années, je gagnais garde fermée, Kimura sweep, guillotine. Et debout, c'était triangle à la volée, juji à la volée. Ok. Guillotine, pourquoi ? Comment ? Parce que, c'est rare en jiu-jitsu brésilien. Parce qu'en fait, à partir, ça pouvait faire réagir également, mais en fait, tu avais le combo à partir de la garde fermée, tu fais réagir, et donc tu as la Kimura. Lorsqu'il cherche à défendre en se redressant, tu fais Kimura sweep. Lorsqu'il revient sur toi, tu l'attaques en guillotine. Tu décales sur le côté s'il défend sur la guillotine. Souvent, il y a le bras qui essaie de revenir face en prenant appui sur le buste pour essayer de te repousser. Tu reprends le poignet, tu remets la Kimura. Et si il cherche à se redresser à nouveau en poussant fort, tu le renverses et tu faisais 2 plus 4 sur un combat qui dure 6 minutes. Viens me chercher. Voilà. C'est comme ça que tu es arrivé au Nogi. En fait, parce que ça a été ton truc quand même, le Nogi, c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement. C'est là que j'ai eu mes titres les plus importants, mais moi j'ai toujours combattu comme ça. Enfin, à l'époque, on ne se posait pas la question s'il y avait Gi ou Nogi. C'est quand même un style très lutte à livrer là quand même, ce que tu décris. Non. Moi, non, parce que t'es du judo, donc non, c'est vrai que c'est pas... Alors, ils font ça aussi en lutte à livrer, mais
Je pense que la luta livre a des spécificités, une logique et une philosophie qui sont différentes du jiu-jitsu brésilien. J'entends bien. J'ai appris aussi pas mal de choses avec Flavio Peroba et ensuite avec Fabien, puis également en tournant régulièrement avec Nicolas Régnier. Mais ce style-là, j'ai toujours eu. Après, je vois que ça fait partie également des choses fondamentales en luta livre. Mais moi, je l'ai appris en jiu-jitsu brésilien. Et j'ai toujours combattu avec et sans kimono. Et pour moi, le jiu-jitsu brésilien, ça a toujours été, dans un esprit de sport martial, la capacité pour toi de combattre en kimono, enfin en gi, ou pas, avec frappe, ou pas. Et c'est pour ça que j'ai arrêté toutes mes autres disciplines pour me consacrer au jiu-jitsu brésilien, parce que pour moi, c'est plus un principe de combat sans limite. Enfin, sans limite, je m'entends, lâchez pas les chiens et sortez pas les couteaux, mais... Mais presque, quoi. Bah, tu Les es couteaux libre. moins que les chiens, quand même. Hein. Ouais, les couteaux moins que les chiens. Mais tu es libre. Ah, c'est marrant, ça. On a eu peu de gens aussi, même chose, qui étaient moitié Kim, moitié sans Kim. Bah non, le jiu-jitsu brésilien, Ouais. tu fous des grandes claques de l'autre. Mais c'est ça le combat. Pourquoi se limiter à une chose? Et je parle pas de self-défense, Non. qui est un sujet sensible et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent n'importe quoi dessus. Alors, je pense que Cyril, d'ailleurs, il a raison de faire ce qu'il fait. À certains moments, je pense Cyril que qui Cyril Diabaté. Ah, name dropping. Ah, ça va, c'est bon. Allez. Merci, Mais tu France Inter. Merci. Et vous avez pas une boîte à chaque fois que je fais ça, je mets une pièce. Ah, si, tu J'ai peux. pas de pièce, laisse tomber. Non, mais attends, on peut faire une fiche de dette. Calme-toi. Mais c'est vrai que quand on voit ce qu'on voit, on a raison de penser. Ce qu'on pense, hein. pense. Bah oui, ma petite dame. Parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, très cher. Et il y a plus de saison, hein. Et non. mon Et qui gars. c'est qui paye Non, mais c'est ça. Enfin, pour moi, le jiu-jitsu brésilien, ça a été ça. Attends, que dit Cyril Diabaté? Parce qu'au final... Cyril Diabaté, il dit que dans la self-défense, que de tout ce qu'il a vu, il doit connaître 2 personnes compétentes qui sont relativement exceptionnelles et compétentes et qui savent de quoi elles parlent lorsqu'il s'agit de self-défense. Et que toutes les autres personnes, ce sont des charlatans, soit avérés, soit inconscients et qu'ils mettent en danger leurs élèves. Il faudrait avoir un gros débat là-dessus. C'est- Faudrait il est- avoir un il- gros débat. Je suis pas. Cyril Diabaté est très tranché, voire extrême. Il cherche pas à faire dans le détail, mais quand tu regardes tous les exemples qu'il donne, on ne peut pas lui donner tort, même si je pense qu'il faut quand même relativiser une partie de ses dires. Ouais, tu t'avances pas trop là quand même. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il parle français, donc là, il Tu pourrait sais écouter. pourquoi? Parce que Cyril, il est grand et il frappe fort. Et en plus, il connaît le sol. Je pense qu'il a Donc- pas complètement raison, mais je ne lui donne pas tort. Je veux juste que ce soit Et clair. si la lâcheté peut avoir un visage aujourd'hui, ça sera C'est certainement moi. le mien, parce que j'ai pas envie de me faire défoncer par Cyril. Donc Cyril, si tu nous écoutes, ça va? Tu vas bien? T'as pas forcément toujours raison, mais on peut pas te donner tort. Ok. Non, mais il a grandement raison sur Tu les penses choses, aussi qu'il y a beaucoup de charlatans dans le... Alors ça veut Oui. rien dire le milieu de la self-défense. Oui. Qu'est-ce que c'est que la self-défense? Bah justement, Le Krav qu'est-ce que Maga, c'est c'est de la self-défense? Oui, présenté actuellement comme ça, oui. Oui, en ce moment, c'est plutôt utilisé comme la self-défense. Ouais. C'est censé être du combat urbain dans sa version. Combat urbain. Mais en fait, le Krav Maga, comme plein d'autres disciplines, pratiqué par des militaires entraînés, des troupes, on va dire des troupes d'élite. Ok, des gens qui n'ont rien à perdre, et que s'ils se font tuer, ben, ils iront là où ils doivent aller. C'est une chose. Mais toi, femme de 50 kilos ou homme de 75 kilos qui t'entraîne 2 fois par semaine, Ouais. Qu'est-ce que t'en as à faire du Krav Maga militaire? voilà. Alors si ça te fait du bien de C'est pas ça, transpirer, surtout qu'est-ce mais que ne- ça donnera? C'est évident que tu n'auras pas la capacité à nuire qu'à, comme tu dis, un soldat surentraîné qui fait ça 20 fois par jour, 40 fois par semaine, c'est évident. Et ça peut te donner une espèce de fausse assurance qui peut être Exactement, dangereuse pour c'est toi, ça, je suis d'accord. C'est ça la problématique. Surtout quand on t'apprend à parer des coups de couteau avec l'avant-bras, quoi. Alors, en plus, les couteaux, parce que j'aime bien les couteaux. Quand tu dis t'aimes bien les Oui, couteaux, oui. c'est-à-dire... Décris-nous ton amour pour les couteaux. C'est-à-dire comment c'est-à-dire? C'est Ouais. la lame qui... Qu'est-ce que c'est?
Je collectionne. les Quand la couteaux. lame pénètre les chairs. C'est ça. Presque. C'est ça. Ouais, carrément. On Ouais. recommence. non, j'aime beaucoup les couteaux, donc je collectionne les couteaux. Et j'aime la pratique du couteau, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment. Et je me suis un peu penché sur le maniement du couteau. Comment ça, tu collectionnes les couteaux? Ouais, je dois en avoir, je sais pas moi. J'ai peur. un Bah truc- déjà, rien que le fait qu'il cherche, c'est qu'il y a un problème. Je sais Tu pas. vois, je peux te dire combien j'ai de couteaux chez moi. Je tu pense vois. que j'ai dépassé les 100, il y a quelques belles pièces, ouais. Ça peut être 120. Ah, ce sont de bels objets après, de beaux objets. Ah, j'ai quelques belles pièces, ouais. Bah oui. Il y en a qui collectionnent les kimonos, tu vois. Ou les Alors, chaussettes. non, oui, non, mais oui, effectivement, parce qu'on va dire, oui, mais c'est une arme de guerre, une arme qui peut faire. Mais tu vas dire, le kimono, bah, c'est aussi un principe de combat, machin, je suis d'accord. C'est rare quand même, le couteau, non? Il y a une Il y a des gens. Il y a une comme ça. communauté Ouais, en ouais. France de collectionneurs Mais de couteaux. il y a pas très loin d'ici, il y a le salon du couteau tous les ans, en général c'est en septembre. Et tu as des couteliers, et c'est magnifique. Enfin, Qu'est-ce qui te plaît dans le couteau? Bah, il y a l'aspect esthétique et la capacité d'en faire. C'est à la fois un outil et une arme. Rien de phallique, je pense. Rien du tout. Je pense avoir. Ça va. Mais c'est. Non, bah, enfin, quand même, il y aurait quelque chose. Enfin, à la limite, c'est pas le problème. C'est vraiment. Non, mais j'imagine bien que c'est pas parce que ça te fait penser à un phallus. Le problème n'est pas là. Non, C'est je qu'est-ce sais qui te plaît dans le principe du couteau? C'est le travail autour du bien. Le couteau. travail autour du couteau, ouais. C'est à la fois l'objet, le travail autour du couteau. C'est un artisanat quand même, hein, faire Non, un mais couteau. c'est vrai. T'as l'air- Non, t'as mais l'air c'est vrai. choqué comme Ouais, ça. non, mais en fait, t'as raison parce que je suis en C'est train. un magnifique outil. Enfin, je veux dire, quand tu regardes les kimonos, t'aimes aller C'est combattre, vrai. être puis à l'aise. non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui collectionnent les revolvers. C'est Il y a ça. des gens que. Non, mais en fait. oui, J'aime un oui, peu oui. moins les armes à feu. J'aime un peu moins les Ah, armes à ça feu. aussi, c'est un bel artisanat, hein, c'est un beau, oui, tout à c'est fait. une belle mécanique. Il y a de belles choses autour des armes à feu, mais j'aime un peu moins les armes à feu. D'où Je suis te un peu- vient cet un peu plus amour du traditionnel. couteau? Mais moi, je t'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est le combat. Et je suis assez. Moi, j'aime les arts martiaux. Le problème, c'est qu'avec le terme art martial est devenu un peu. C'est un peu bizarre. Quand on parle arts martiaux, maintenant, on voit des choses où un peu no contact, un peu soft, un peu développement personnel, un peu ci, un peu ça. Et les gens, ils vont toujours utiliser, oui, mais le samouraï, il fait ci, il faisait ça. Le samouraï, s'il pouvait te mettre un coup de sabre quand tu avais le dos tourné et rapporter ta tête à son chef de guerre, il le faisait. Ah, belle pression. Franchement, il faut que plus de gens l'entendent, ça. hein. Donc, il faut arrêter de dire, oui, les samouraïs, ils avaient de l'honneur. Ils avaient de l'honneur, oui, bon, il fallait mourir avec honneur, donc quand ils faisaient seppuku éventuellement. Mais s'ils pouvaient te trancher, parce que aller au combat et perdre un membre, tu servais plus à rien. Donc, l'honneur des samouraïs était particulier, c'était la fidélité au maître, la fidélité au clan, et ça pouvait pousser à certains types de comportements. Donc, moi, les cultures martiales, les cultures de guerre, c'est ce qui me passionne. Donc, que ça soit au Japon féodal, que ça soit en Thaïlande, au Cambodge, et même en Afrique, tu te rends compte que tu as un berceau des arts martiaux qui est incroyable. Voilà, même la Grèce antique avec le pugilat, le pancrace, la lutte, moi, c'est ce que j'apprécie le plus. Je sais plus comment on est venu à parler de couteau, parce qu'on était parti sur quelque chose d'intéressant là. Ouais, on était avant parti que tu sur un sois. truc, Le Krav Maga, Ah oui, Cyril le Krav Maga, Diabaté. oui, les arrêts, les parades du bras. Je te démontre en 2 secondes Non, que c'est leur bon. truc, Non, Voilà que tu me montres. c'est juste pas possible. Voilà, moi je sais la meilleure défense quand quelqu'un s'agresse au couteau, c'est de courir très très vite. Ouais, ouais, ouais. Plus vite que lui. Ouais, Voilà. C'est chaud ça. Et de hurler très fort aussi. Ah ouais. Aidez-moi. Aidez-moi, appelez la police et courir. Voilà, c'est la Et je seule peux te technique dire qu'il que faut si tu as connaître. une grosse voix là, tu vas faire ta voix de castra parce que c'est c'est compliqué. Bien sûr. Et l'assurance de certaines personnes pour te démontrer des parce que moi honnêtement, je te montre 3 trucs en 3 leçons, toute personne qui pourrait te dire je connais telle parade, telle parade, telle parade, avec 3 choses simples, tu deviens super dangereux. En self-défense ou au couteau, tu veux Au dire? couteau, la self-défense. Ah, mais c'est pour moi, quelque chose que un tu concept. c'est quelque chose que tu travailles aussi, le couteau? Oui, bon, pour moi, la self-défense, c'est un concept qui n'existe pas. Enfin, c'est très bizarre, ça concerne qu'un nombre limité sur Terre. Tu as des couteaux sur toi? Petit sourire là. Non, mais je dois avoir peut-être, j'ai dû oublier. petite machette, peut-être- quoi. Non, j'ai dû oublier une petite lame dans une toute petite lame, mais c'est un truc, c'est tout petit.
Tu sors avec des couteaux. Non, c'est mais- parce que j'ai oublié. Mais t'as oublié, c'est-à-dire, mais ça veut dire que J'ai tu l'as quand même oublié. emmené quelque part. Non, mais enfin. c'est-à-dire que j'ai dû le prendre sur le buffet chez moi, et puis enfin sur la table basse, et puis voilà. Et puis c'était pour le mettre, pour le ranger, parce que ma femme n'arrête pas de me dire, laisse pas traîner tes couteaux. Parce qu'il y a des enfants maintenant chez lui, enfin Ouais. un au moins, une. C'est ça. Voilà. C'est particulier quand même. Alors tu vois, c'est la première fois aussi qu'on a... Parce que là, c'est quand même une passion pour les armes. Il y a ce principe de l'art martial. Alors tu vas me dire, mais non, l'art martial, il y a aussi le maniement des nunchucks, enfin des nunchakus, Bon, mais on a quand même dans l'idée, surtout dans notre société, enfin dans notre société moderne, on va dire, où l'art martial te permet d'être efficace sans armes et de te dire justement, moi l'arme, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux pouvoir atteindre un niveau de maîtrise de mon art qui me permet de m'en passer. Là, tu nous dis... L'acier est plus fort que la chair, point barre. Mais ce que je veux, c'est que partons du principe qu'on n'en a pas besoin tous les jours. Oui, mais tu enseignes à 200 personnes Je ne le fais pas dans cette tous optique-là. les jours. Je le fais parce que c'est ma passion. D'accord, c'est juste parce que c'est passionnant. Oui. Tu penses que, alors justement, tu penses que ça guide ta façon d'enseigner le jiu-jitsu brésilien ? Non. Le fait de savoir que l'arme sera toujours plus forte qu'un combattant. Non, mais je Ça veut dis dire bien à quelque part certaines de leur personnes, dire, les gars, oubliez. Enfin, je veux dire, on va pas se déconner. C'est sympa, on est au sport ici, quoi. pour faire dégonfler la tête de mes de certains élèves qui pourraient gonfler éventuellement, Un bon triangle. je- Un bon Non, Il y a de fortes chances que ça te la fasse gonfler plus Ah, qu'autre zut, chose. et qu'elle éclate. Ah, zut. C'est pas, c'est alors d'ailleurs une de tes amies, c'est Laurence Cousin qui Fouilla, nous, ouais. exactement, Laurence Fouilla Cousin qui nous a envoyé une photo Oh là là. d'un de ses élèves qui a pas voulu taper, c'est un de ses élèves, on est d'accord, Ouais, c'est ça. Ouais. qui a pas voulu taper sur un triangle et ça a fait éclater tous les vaisseaux. Dans l'œil, c'est horrible. La photo, horrible. d'habitude on diffuse nous les photos des gens qui ont un œil au beurre noir, là on l'a pas fait, c'était trop violent. Ouais, il a eu son œil au beurre noir d'ailleurs. Non, je sais pas. Non, bah Laurent, ça a dû lui donner. Incroyable, ça lui a C'est fait ça. éclater et les deux yeux, hein, tout a sauté. Voilà, taper. On vous rappelle. Ouais, mais ça c'est taper. la pression sanguine qui fait Oh là que. là, quelle horreur. Ah, Enfin, après, c'est pas forcément C'est- grand chose, mais c'est moche à voir. hein. c'est impressionnant et il doit avoir une très bonne résistance parce qu'en général tu collapses avant. Ah bah là et puis c'est impressionnant, hein, c'est Il très est pas très tombé très dans les impressionnant. pommes, il est. Je crois pas. hein. On n'a pas Ah, la il est- fin de il l'histoire, est- mais a priori non, il est là à tout sourire avec ses yeux gonflés. Enfin, Bien c'est résistant, il est particulier. fort. Hein. Ouais, il ira loin. S'il survit, il ira loin. Il y a une chance sur deux là. C'est qui tout double. Alors, comment on fait dégonfler? Il faut te faire gonfler. Ouais, comment on moi, fait dégonfler la leur dire tête des très élèves? simple, et c'est pas à peine de rentrer dans le débat combat arme pas arme. Moi je leur dis, il y a des types, ils vont sur un terrain de rugby tous les week-ends et ils n'ont pas peur que les autres en face leur rentrent dedans, leur marchent dessus, et ils sont à plusieurs, et qu'en plus leurs propres potes leur fassent la même chose. Et toi tu fais du 1 contre 1 et tu te la racontes. Donc redescends sur terre. Et les gars, ils s'envoient des bourre-pifs, des coups de genoux, des coups de tête dans la mêlée, ils tombent les uns sur les autres, tu as tes propres potes qui te marchent dessus avec des crampons, t'es sur un terrain gelé, Ah ouais. et toi tu vas jouer au caïd devant moi en te disant que tu es super fort. Mais non, va faire du rugby si c'est Donc ça. pour toi, il y a pas. Donc voilà, là tu l'as dit, pour toi le rugby c'est un sport de malade. Ah, pour moi, le rugby, c'est un sport de combat collectif. Bah, d'ailleurs, c'est défini comme Ouais. ça aussi au niveau universitaire. Ouais. C'est voilà. Après, tu as le jeu groupé, le jeu déployé, le jeu aérien, ce que tu veux. Mais quand tu es quand tu es sur le terrain et que tu fais un jeu groupé autour du ballon, ça envoie sec. Il faut y aller. Hein. C'est très clair. Tu irais faire du rugby, Jérémy? J'avais essayé un peu le rugby. Pense au terrain gelé. Ouais. Alors moi j'étais dans le sud. Pense dimanche de janvier. Ouais, non. Il a mais- plu. 2 degrés Il y a de la des Moi j'étais flaques, du sud, à côté de Nice. Enfin, je veux dire, je vous mentirais en vous disant franchement c'était dur le terrain et tout ça. Tu es du sud? Ouais. Chocolatine ou pain au chocolat? Non, mais pas au chocolat, on est où? Chocolatine, mais vous êtes des malades, vous êtes des fous. Chocolat, excuse-moi, pain au raisin ou raisintine? Qu'est-ce qu'on dit? Excuse-moi, hein. Tu m'as énervé. T'es sérieux là? Tu dis chocolatine? Mais bien sûr. On dit- Ah mais ça m'étonne pas, la passion des couteaux, chocolatine, ça va avec. Ah Ça non, m'étonne pas, c'est- ça m'étonne pas. L'aïkido, le Viet, c'est ça? Moi, franchement, je suis plutôt de l'avis de David, hein, je te le Ouais, dis. je hein. pense Tu aussi dis que la chocolatine? Non, mais je sais pas, il a comme un truc qui me convainc dans son Ah regard. oui d'accord, ok, c'est la peur, ok. C'est bien.
Mais non, mais enfin, alors, d'où vient cette histoire? Alors très bien, tu vois, d'où vient cette histoire de chocolatine? Qu'est-ce que c'est que comme ça? ça. Les gens qui ont inventé. Mais non, ça n'a pas toujours mais été si, comme ça. Ça remonte s'appelle le à pain la au chocolat. Grèce antique, on disait chocolatine. Mais pas du tout. J'ai un écrit de César. Enfin, c'est un écrit quand je dis c'est tapé dans Ouais, la mais roche. Tu c'est vois. romain. Et moi, je te parlais de Grèce antique. Grèce antique. Donc Ouais, j'ai mais gagné. les Grecs, J'ai je veux gagné. dire, s'ils avaient su Ok. quelque chose, Oui, ça puis se saurait. bon, Les Égyptiens, ils en disent quoi? Parce que c'est eux vraiment les vrais. Alors, je crois que c'est. Tine. Chocolatine. Mon Dieu, mon Dieu. Non, non, Ouais, non, des débats comme ça. Hein. non, 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 pas chocolatine. Désolé. Non, je suis d'accord. Impossible. Ça m'arrive de dire pain au chocolat. Ah, Bah, évidemment, on est Mais à c'est Paris. en chocolatine, plus. tout le monde le sait. Bon, NCU, comment t'en es arrivé là? Alors, Parce que donc, toi, Alors, quand moi- t'es arrivé moi- à Paris, moi, j'ai cercle commencé Tissier, à Cercle Tissier, ensuite Cercle Tissier à la Sans demande, à la demande d'Alain et de Christian Derval, je me suis occupé du Dojo 5, donc j'enseignais au Dojo 5 et j'enseignais après également au Cercle Tissier. en ceinture violette donc. J'ai commencé, j'étais officiellement ceinture blanche. T'étais prof en ceinture blanche? J'étais instructeur en ceinture blanche. Mais à cette époque-là, celui qui savait, c'est celui qui avait un peu de technique. Ouais. Ensuite, ceinture bleue, ceinture violette. C'est là également que Grigory Bouchelaghem a poussé la porte. Et puis, à un moment donné, c'est nous qui trustions en France et également un peu sur l'Europe les places en moins de 79, moins de 85. Parce qu'avant, on ne disait pas 82-3 et 88-3, on disait 79 et 85. Et donc on combattait pour le Cercle Tissier. Et puis ensuite, Alain est parti. Il y a le maître de la Riva qui m'a demandé si je souhaitais travailler pour lui, sachant qu'il me connaissait de par Boca. Et puis c'était Emmanuel Fernandez qui l'avait fait venir. Et donc on avait accroché, ça s'était bien passé. Et ça n'a pas tout à fait plu à Christian, donc divergence d'opinion. Je comprends. C'est vrai que les choses auraient pu être faites différemment. Je comprends. Et puis donc on s'est séparés et donc j'ai rejoint François Laurent qui lui avait monté une section de jiu-jitsu brésilien au Sankuno. Et puis après du Sankuno. Donc là, Sankuno à l'époque c'était judo en Judo. fait avec C'était Pascal judo. Fleury. Exactement. Donc c'était uniquement judo à ce Exactement. moment-là. Il n'y avait pas du tout de jiu-jitsu brésilien. Non. C'est non, toi qui as amené le jiu-jitsu brésilien Non, au Sankuno. c'est François Laurent qui a amené le D'accord. jiu-jitsu brésilien au Sankuno. François Laurent qui était mon partenaire principal d'entraînement et qui était élève d'Alain Nagera également. Et donc on a passé nos grades ensemble en fait, bleu, violette, etc. Et donc là après il y a eu un changement de présidence au sein du Sankuno qui a fait que comme la politique nous convenait plus trop, qu'on n'était plus en accord, on a dit, vu que c'est le président, vu qu'on n'est pas d'accord, mais vu que c'est toujours lui qui est en place, on va pas manquer de respect aux gens. Ceux qui sont pas contents s'en vont. Donc c'est ce qu'on a fait. Et comme François est prof à Nanterre Université, donc on a créé une section là. Il était prof de sport ou autre chose? Il est prof de PS, ouais. D'accord. Prof de PS. Et donc on a monté la section là. Et puis il était question qu'on monte ça tous les deux. Et puis j'ai dit, écoute, ça serait bien si on faisait aussi du no-gi, mais je pouvais prendre tous les cours, entre guillemets. Mais plutôt que ça soit moi qui prenne tous les cours et que les choses se ramènent à chaque fois entre tous les deux, on s'est dit, moi j'avais un super pote à l'époque, c'est Flavio. Et j'ai dit à Flavio, écoute, viens, on monte le projet. Bon, François et moi, on est à l'origine, mais ça serait bien qu'on t'intègre dans le projet. Tu l'avais rencontré comment, Flavio? Donc Flavio Peroba. Flavio Peroba. Flavio Peroba, je l'avais rencontré au Cercle Tissier, parce qu'il était venu les premiers qu'il avait fait venir, c'était, je crois, il y avait, alors je sais pas, il y avait Alain et Christian Derval qui l'avaient fait venir au Cercle Tissier. Il avait combattu également au Japon lors d'un shuto. Et donc, et puis bon, écoute,
fort, champion du Brésil de lutte à livrer. Et puis etc. Flavio, quoi. Flavio, Ouais, il apporte un truc dans les clubs. Ouais, c'est quelqu'un qui forme bien, mais il n'y a qu'à voir ses élèves, ça va de Nicolas Régnier, Fabien Brochetel, et Mehdi plein d'autres, Hotman. quoi. Mehdi Hotman et tout ça. Donc, oui, ça c'est clair. Et puis donc le Sankuno, et puis ensuite, on a monté le NCU. NCU parce qu'en fait, on avait un interclub universitaire. Alors, les gens pensaient toujours qu'on était un club où il fallait être étudiant. Donc, il fallait pas être étudiant, mais comme on était situé... c'était un peu comme le PUC, en fait. Club universitaire de Paris, bon. On était un peu dans cet esprit-là, mais ouvert à tout le monde. Et puis, on avait également des accords avec la fac. Donc, ça faisait que de temps en temps, on recevait des étudiants, on les formait un peu. Et puis après, on a changé, les choses sont passées, et puis on a refondé en fait le club en Infinity, avec un apport plus important de Fabien, qu'il se sente vraiment à sa place comme l'une des têtes du club, quoi. Oui, parce que c'était NCU et Evoluta, en fait. Non, alors, Evoluta, c'est le style que revendique... comment dire, et Fabien, et puis Willy Dakouri, Dao, il y a d'autres personnes comme ça qui ont en fait créé un groupement, parce qu'à un moment donné, il y a eu une petite scission, où on va dire des petits problèmes politiques avec Flavio. Et donc c'était pour créer une unité et puis à revendiquer donc cette... appartenance à la lutte à livrer, mais avec une spécificité bien propre. Et j'ai envie de dire que Evoluta, ça serait comme style de la Riva. C'est un style. Evoluta, c'est un style. Et donc, ils mettent en avant ce style. Comme les judokas brésiliens, surtout à une époque, faisaient, moi je suis Alliance, moi je suis Gracie Barra. En fonction de leur école, voilà, d'accord. Exactement. Et l'école, en fait, c'est le style, c'est Evoluta. Et le team, c'est Infinity. Et Fabien, c'est son bébé, Evoluta. Il met Evoluta en avant. Et puis, nous, on lui dit, écoute, tu as de bons résultats, tu formes bien les gars. Moi, je lui envoie, comme à une époque je faisais avec Flavio, j'envoie mes élèves, qu'ils soient gradés ou pas, combattre en nogi, donc en luta, parce que je pense que... Pourquoi se contenter que d'une chose ? Alors après, si tu veux te spécialiser ou si tu as vraiment une appétence très particulière pour telle ou telle discipline, tu fais. Moi, j'aime les deux. Oui, et puis tu as quand même eu de vrais résultats en nogi, toi. Hein. Ouais, j'ai eu de meilleurs résultats en nogi qu'en gi. Ouais. Tu peux nous dire un peu ton palmarès, les trucs Non, là il veut pas, il aime pas tant parler de ça. Parler de lui, hein, j'ai l'impression. C'est pour ça que je le fais parler. J'ai eu, alors, j'ai été champion de France, champion d'Europe, champion du monde de grappling, en nogi, champion de France et champion d'Europe en gi, et vice-champion du monde en gi, mais toujours sous la fédération, sous la FILA. Champion de France gi et nogi en jiu-jitsu brésilien. Champion d'Europe Master 2 en nogi. Et puis j'ai fait après des compétitions ci et là. J'ai gagné le Big à l'époque, qui était une grosse compétition en nogi. J'ai gagné le tournoi, que ce soit en Belgique, en Hollande, en Suisse. J'ai fait 2 fois deuxième sur les tournois à São Paulo. Bon, t'as tourné, t'étais un vrai compétiteur quand même. Bon, après, peut-être que tu t'es un petit peu calmé. J'étais un vrai compétiteur, ouais, tout tournait autour de ça. Et là, l'année dernière, en juin, t'as gagné le championnat de France. Ouais, en gi et en nogi. Ouais. Voilà. Alors, j'avais qu'un seul combat en nogi, mais donc c'était en adulte. C'était chaud. Hein. C'était qui ? Hugo Février ou en nogi ou je sais plus ? Non, c'était justement son élève. Il s'appelle. Il est. Tony Favier. D'accord. Je lui mettais des sprawls et il continuait d'avancer. Je me dis, il va bien se fatiguer.
Et non. Il se fatiguait pas, j'ai fait, mais... Oh non, mais moi je suis fatigué, arrête. Laisse-moi tranquille. En adulte. Ouais, en adulte, ouais. Ah ouais. Ouais, il est master lui aussi, hein. Mais Ouais. il tient la route, hein, le gars. Hein. C'est... Waouh. Ah, moi, j'avais pas la condition physique pour, hein. C'était limite. Bon, t'as gagné quand même. Il gagné quand même. Et puis en Guy, je fais champion master et absolute. Voilà. Donc je crois que. T'as encore un peu de jus, quoi. Tu vas tenir quelques années encore. Ouais, bah là, mon truc, c'était, je voudrais accrocher un titre aux Europes, puisque aux Europes, en Guy, j'ai fait le mieux que j'ai fait, c'était 3e. Et IBJJF, là, pour le IBJJF, coup, hein. ouais, IBJJF, ouais. Et puis en Ogi, IBJJF également. Ça, par contre, j'ai eu le titre en master. Et puis voilà, quoi. Tu y étais pas cette année? Je me suis blessé. Et je dormais pas, et 2, je me suis blessé. Donc j'étais inscrit. J'étais dans la KT, j'avais le tableau et j'ai fait ok, laisse tomber, c'est pas la peine. Pas la peine. Ouais, malheureusement. On aurait été là pour te supporter. Ah ouais, ça, ouais, mais je me suis dit, je dormais pas, je me fais bon, c'est pas la peine de partir, je vais éviter les blessures. Le vendredi qui précède le jour de mon combat, je me pète le ménisque. Voilà. Vous partagez tellement de choses avec Jérémy. Ouais, c'est ça. Vous faites pas de compète et vous vous cassez le ménisque. Oui, mais lui, il fait du jiu-jitsu brésilien. Oui, mais moi je dis chocolatine. Ah, là, on partage clairement On ment pas le truc. quelque chose. Ah, là, je crois que. Chocolatine. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Il y a un petit côté bizarre quand même quand tu le dis à haute voix. Ah, Bah, tu vois. évidemment. Tu vois. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est la suite pour toi en fait maintenant? Parce que là, tu t'es prof de PS, toi, c'est ça, en même temps? Ouais, je suis prof de PS depuis... Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de pauses dans ce truc-là. Peut-être 8 ans. Ouais, 8 Ah, mais ans. tu vivais du jiu-jitsu brésilien? Parce que tu dis depuis 8 ans, prof de PS. Tu vivais du 10 jiu-jitsu ans. brésilien Ouais, ça avant? doit faire 10 ans. Je vivotais. Oui, comme beaucoup de monde. Hein. Je vivotais. Survivotais même. Ouais. Et ouais, c'était... Et à un moment donné, il a fallu... Moi, j'ai repris les études à zéro. J'avais arrêté, j'ai repris les études à zéro. Alors, je travaillais, je faisais des petits boulots, c'était compliqué. Bon, mais à un moment donné, bon, il faut... Ouais, il faut passer aux choses sérieuses, quoi. Et prof de PS, lycée, t'es à la fac, t'es prof de... Je suis prof à la fac de Versailles depuis 2 ans. Versailles Saint-Quentin. Mais avant, j'étais sur Paris. Alors, quand j'avais de la chance, je faisais le grand écart entre le 8e arrondissement et le 19e. Enfin, tu restais sur Paris quand même. Hein. Mais je peux te dire que je suis content d'être passé dans le supérieur parce que... C'est sûr, les élèves en terminale. Enfin, moi, je me rappelle. Qu'est-ce qu'on s'en foutait de l'EPS. C'est pas eux le problème. C'était pas eux le problème. Moi, Non, parce qu'eux, ils leur fait comprendre que s'ils filent pas droit, il peut sortir le couteau, tu vois. Ah, pas le couteau, mais le truc, c'est que moi, j'ai été dans des établissements et je me souviens surtout d'un collège dans le 18e arrondissement. Grosse ambiance. Il s'appelle Hector et je dirais pas le reste, c'est facile de trouver, mais pas de nom. C'était compliqué. Il y a eu un jour où les profs ont exercé leur droit de retrait suite au fait qu'un élève de 4e ou 5e avait balancé un tampon, mais le tampon de la grosseur. Quand on dit tampon, il faut imaginer un truc gros comme une tête. Un tampon en bois à la tête d'une assistante d'éducation. Et comme il y avait des incivilités, des violences à répétition, les profs ont décidé de rester dans leur salle maison, des étudiants. dans leur maison. Exactement. Et là, ça a été un foutoir incroyable dans tout le collège. C'est parti en vrille. Attends, tu dis que c'est pas eux le problème, donc c'était les élèves quand même là le problème. Oui. Ah non, mais non, c'est pas les élèves de terminale le problème. Les élèves de terminale, tu veux travailler? Oui. Tu veux pas travailler? Non. Tu veux t'asseoir? Tu veux pas venir? Fais ce que tu veux. Mais quand tu as des élèves de collège, c'est différent. T'imagines un élève de collège, tu leur dis écoutez, nous on sort pas de la salle d'études, mais tu retournes le collège tout de suite. Ouais, il n'y a pas de surveillance. C'est ça. Bah oui, C'est enfin, ça. évidemment. Ouais. Non. Bah, pas dans tous les collèges. Moi j'aurais jamais fait ça. Pas dans tous les collèges. Ouais. Trop de respect. T'es dans le sud, toi, c'est pour ça. Et c'est ça. Nous les jeunes de banlieue, Et tu c'est sais. parti en vrille. Et j'ai sauvé, littéralement, physiquement, une collègue et un assistant d'éducation. Ah ouais, avec des kimura, quoi.
Des couteaux. il- Mais il se passait Il y en a quoi? un qui s'est pris un arm drag, un autre qui s'est pris qui s'est pris un stop avec la main sur la poitrine au moment où il voulait agresser physiquement. Là, on avait passé le stade verbal. Ah non, non, mais il y a des trucs qui se passent dans les établissements scolaires, c'est super chaud. Hein. Moi, je suis content d'être parti. J'aurais fini ma vie en prison. C'est pas possible. C'est-à-dire que à certains moments, j'ai un collègue, prof de maths, il dit à une fille de 3e, il dit à une fille de sortir de sa classe, la fille se lève, lui met une grande baffe. Le gars, il trébuche sur l'estrade, il tombe, il y a ses copines à elle qui se lèvent et qui lui mettent des coups de pied dans le ventre au sol. Et vous croyez que c'est des trucs que j'ai inventés ou qu'on m'a dit Non, non. Moi, ce sont des collègues. Ces gens-là, je les ai vus. Et qu'est-ce qui se passe pour ces personnes, on va pas dire le mot jeune, il y a toujours pour ces jeunes Alors, qui- en fonction du chef d'établissement, Ils sont plus ou moins virés. exactement. Et la plupart Mais du après, temps, ils font mais quoi la politique, quand tu es viré, tu passes dans un autre établissement. Mais la politique, c'est de limiter le fait de virer, parce que quand tu vires, tu sais qui tu vires, tu ne sais pas qui tu reçois. Parce que c'est un autre établissement qui te file un enfant, un Exactement. jeune, C'est un jeune délinquant. C'est un échange standard. Putain. C'est chaud. Donc C'est super chaud. t'es bien content d'être avec des lycéens. Mais c'est avec des universitaires, enfin Universitaires. des étudiants. Ah, c'est le paradis. Pourquoi on en est là, tu penses, aujourd'hui? C'est un débat immense, hein. C'est un débat hyper... Mais toi, David Pierre-Louis, qui l'a vécu, tu vois, moi, là, enfin, j'avais pas cette sensation de... Bon, après, peut-être que moi, j'ai été un peu privilégié dans le sud de la France et tout ça, dans le sud-est. Moi, mais... j'étais privilégié. Moi, j'étais dans un bon établissement en Martinique. C'était le meilleur établissement de la Martinique. Moi, Ouais, mais j'étais vous disiez privilégié. chocolatine et tout, donc je suis pas sûr que vous ayez été Alors, tant tout le monde- privilégié tout le monde- que ça. Tout le quand monde même, ne hein. disait Pas pas sûr. chocolatine. C'est comme mes parents ont fait leurs études à Bordeaux, je dis chocolatine. Donc, mais nul n'est parfait. Mais moi, j'ai été privilégié. Et je le sais, je le constate de plus en plus. Mais comment on en est arrivé là? Toi qui l'as vécu de l'intérieur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est c'est là? Moi, multi- il y a jamais eu ça dans mes... C'est T'as multifactoriel. connu, toi, ça, Adrien? Alors, notre époque. Mais à ton époque, t'as connu des choses comme ça? Bah oui, il y avait des violences dans mon collège, dans mon lycée. Oui, Genre évidemment. un élève qui gifle un prof et tout le monde se jette sur le prof pour le matraquer Des au filles, sol. hein. Non. Des filles! Oui, mais ça des filles, bon bref. Non, alors ça pour le coup, non, mais des violences envers les profs, des bureaux. Mais alors oui, mais une Dans violence, le verre mais d'autres de élèves. de continuer à fracasser un prof au sol, t'as connu ça? C'est quand même une étape, ça. Hein. Ouais, moi j'ai vu mon prof se faire gazer à la sortie du lycée. Wow. Ah ouais, Ouais. chaud. Ouais, devant moi et tout tranquille, hein. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est violent quand même. Ouais. Ouais. Mais bon, Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais qu'est-ce que c'est le que ça? mec il débarque. Mais non, mais je débarque pas. Alors, Descends ta j'espère. tour d'argent. Mais attends. Descends ta tour J'ai envie de d'argent, dire, Jérémy. j'espère, je débarque. Tu trouves ça normal? Ah bah non, mais t'as raison. Ah bah non, mais ça va. Dans le lycée d'Adrien, ça se faisait. Où est le problème? Tranquille. Ah, mais T'es c'est. sérieux ou quoi? Non, c'est pas normal. Et Est-ce que le lycée était tenu? Franchement, ouais. Ouais, mon Ouais. lycée était très C'est-à-dire très que bien. j'avais envie de te dire qu'en général, là où ça se passait mal, il y avait toujours on va dire, la tête qui. Les profs n'étaient pas tout à fait d'accord avec la façon de mener enfin, que la direction avait de mener l'établissement. Mais il y a même des établissements qui sont tenus où tu te retrouves dans des situations très, très problématiques. J'ai connu mais tu as des cas, alors tu as des cas qui relèvent plus de la psychopathologie. Hein. Moi, je suis tombé sur un gamin, 6e. Il ne s'est jamais fait choper. Il a réussi à faire évacuer une cité scolaire pendant tout un mois, 2 semaines avant les vacances de Noël et 2 semaines après à la rentrée. Il faisait sonner l'alarme, donc tout le monde était obligé de se réunir dans la cour. Et c'est une cité scolaire avec en plus une partie professionnelle, donc ils sont à peu près 1500, puisque moi j'y étais prof. Il faisait sonner une fois le matin, une fois l'après-midi. Il n'a jamais sonné, il a toujours manipulé, il a toujours fait sonner. Et il s'est fait prendre par des dénonciations parce que, bon, il y en a qui se sont fait attraper. Et ça, quand tu fais le matin et après-midi, en fait, tu peux pas retourner en cours entre les deux. C'est ça que tu veux dire. Tu peux y aller, mais si tu imagines que tu as 4 heures de cours le matin et 3 heures de cours l'après-midi, et le fait que tout le monde sorte, tu as facilement une demi-heure à l'intérieur pour qu'on vérifie tout.
Et après, il faut remonter. Donc, pendant un mois, le fonctionnement de l'établissement a été perturbé. Et moi, j'ai assisté au conseil de discipline de cette personne, parce qu'en plus, il était dans ma classe. C'est un de mes élèves. Eh ben, écoute, je te dis, il m'a fait flipper. Parce qu'à un moment donné, je lui fais, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Enfin, non, d'ailleurs, c'est le chef d'établissement qui lui dit ça. Et là, il se met à pleurer. Et moi, je regarde, je fais, arrête, tu fais semblant. Et là, il nous a regardé comme ça, l'air méchant, tous comme ça. J'ai fait, Oh zut. oh j'ai fait, heureusement que je sais courir. Parce que moi, j'ai eu peur. Un élève de 6e. Je vais te dire, ce sont pas forcément les types qui font des arts martiaux ou qui font des sports de combat qui me font le plus peur. Non, c'est sûr, hein, c'est vrai, on a vu beaucoup de trucs, reportages, oui, le MMA, tout ça, tu sais, genre, ce sont des gens dangereux, c'est comment ils appellent ça, merde, c'est quoi l'expression? Free fight? Ouais, du free fight, voilà, tout ça, c'est des gens qui se battent dans des hangars la nuit. alors qu'en fait, quand on connaît, dans le fond, c'est des gens hyper disciplinés, qui ont un mode de vie mais qui demande à être carré, en vrai. Peut-être même que ça aurait fait du bien à cet élève un peu Oui, mais cinglé là, que tu Peut-être viens de... peut-être pas pour lui. Hein. Ah, mais- Bah, je sais pas, lui donner une discipline. Lui, apparemment, celle-là, il la supportait pas. Lui, Ah, c'est peut-être lui, qu'il il avait une demandait. discipline. Mais lui, il Peut-être. avait une discipline. Il arrivait à. en il plus. était, ouais, lui. Non, ça, c'est vraiment un cas exceptionnel. Lui, c'est un cas exceptionnel. Ouais, ça fait film d'horreur ton truc. Ouais, ouais. Non, mais c'est un film d'horreur. Mais, Non, mais lui, il méritait peut-être juste d'être un suivi psychiatrique, tu vois. Un suivi psychiatrique. Ouais. Voilà, c'est Ah, là lui, encore. lui, c'est vraiment un cas exceptionnel. Non, mais Si tu lui apprends le jiu-jitsu brésilien en plus, c'est chaud. Hein. un journaliste qui te dit ouais, mais ils se battent dans des caves ou dans des entrepôts la nuit ou le week-end. Ok. Et alors? Ouais, c'est vrai, ils choisissent quelque Ils part. se bastonnent dans un entrepôt ou dans une cave. Bon. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'illégal? Non. Est-ce que c'est consenti? Oui. Est-ce que c'est un entraînement sportif? Oui. Est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Non. Est-ce qu'ils se battent le reste du temps? Est-ce qu'ils agressent plus que les d'autres personnes Ah, mais est-ce c'est que- exactement ce que dit Adrien, c'est-à-dire qu'on embête ces gens-là alors que quelque part ils font Exact, absolument oui, rien. mais Moi, c'est je pense ça que que les je gens n'existent même pas franchement, en fait. Tu Ouais, vois. les Pas gens qui se franchement, battent quoi. dans les caves ou dans les Oui, entrepôts. non. Ouais, voilà, tu vois, dont on fait toute une histoire. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de très mauvaise image. Ouais. En fait, c'est surtout un fantasme, hein, je crois. Vous vous rappelez du reportage qui a été bidonné sur le MMA il y a quelques années, il y a 5-6 Avec ans Moret ou je sais pas quoi là, c'était pas c'est Ouais, ça, à Marseille, excuse-moi, Ah là à là. Marseille. Si vous l'avez, envoyez-le moi, j'aimerais bien le regarder à nouveau. Ouais, j'avais vu J'avais ça. beaucoup ri à l'époque. Enfin, j'avais beaucoup ri, un peu jaune quand même, parce que c'était. Moi, je suis grand fan de MMA et je défends là. J'espère vraiment que ce sera légalisé, etc. Mais c'était vraiment pathétique, hein, quand même. Mais tu vois, par exemple, pour les fans de MMA et ceux qui défendent le MMA, et j'en fais partie, il y en a qui disent ouais, mais c'est pas si violent ou c'est pas violent. Mais si, Mais si. c'est super violent. Comme la boxe thaïlandaise, exactement. Le rugby, c'est super violent. La boxe thaï, c'est super violent. La boxe, c'est super violent. Ça n'est pas fait pour tout le monde. Ça doit être encadré. Encadré. C'est à partir d'un certain âge. Je ne pense pas qu'il faille montrer ça à tout le monde. Mais maintenant, voilà. Alors, je montrais ça à ma mère récemment. Parce que on dit la Thaïlande, c'est le pays du sourire. Et quand tu vas en Thaïlande et que tu rencontres les Thaïlandais, Il sourit. ils sourient, ils sont super cool, ils sont super polis. Et moi, j'adore regarder les combats de boxe thaï ou de card check. Et donc, moi, dès que je peux regarder des trucs, quand j'allume la télé, c'est si Car check pour expliquer, c'est de la boxe thaïlandaise sans les gants. sans C'est les gants, uniquement voilà. avec En les fait, cordes c'est- autour des. En fait, c'est des gants de MMA où ils mettent des cordes par-dessus. Et en fait, tu regardais le public, c'était que des familles avec des gamins. Les gamins, ils n'avaient pas l'air traumatisés, mais c'est une éducation, c'est une culture, et toute chose n'est pas transposable par ailleurs. Ça, c'est vrai, on veut toujours appliquer le schéma aux autres. Alors, c'est un long débat aussi, mais il y a les enfants qui font de la boxe taille devant tout le monde, ils sont tout petits, ils sont pas finis d'être formés, ils se tapent dessus. Tu vois moi, je trouve ça, ouais. Alors, C'est un- si et c'est c'est un bien spectacle, pour hein. eux, si c'est bien pour eux et que ça leur permet de ne pas finir dans la rue en tant que prostituée ou ce genre de choses ou voleurs, j'ai envie de te dire c'est un moindre mal. Est-ce que pour autant est-ce que je l'appliquerai moi à mes enfants? Non. Mais Et c'est ça, si c'est là où je c'est pas l'applique pas à mes enfants, pourquoi est-ce que je trouverais ça bien pour les autres? Est-ce que c'est transposable cet exemple-là, par exemple? Est-ce qu'on peut appliquer ce qui se passe en Thaïlande, dans leur culture, dans leur niveau de vie Non, non, parce que tu l'as dit. Français. Niveau de vie, culture, C'est ça, hein. c'est tout.
Non mais c'est vrai que nous avec nos gros yeux de français, genre putain c'est terrifiant les combats d'enfants. Moi je pensais comme ça plus jeune. Tu vois vraiment genre c'est terrifiant les combats d'enfants. C'est probablement, enfin j'ai pas tort, je me donne pas tort encore aujourd'hui. Mais après en avoir appris un peu plus sur la culture de boxe thaï et tout, bah tu vois je dis pas que c'est bien et qu'il faut le faire, mais il y a un côté où tu comprends relativises, un peu, ouais. tu relativises. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas qu'il faut le faire, mais tu comprends pourquoi dans ce système-là ça existe et pourquoi c'est vu comme un spectacle. C'est assez, c'est vrai que tu vois les choses différemment. Je sais pas ce que t'en penses. Alors que tu verrais des petits Européens ou des petits Américains qui font la même chose. Exactement. Et là, tu te dirais, mais alors, c'est horrible. va à l'école, prends un diplôme, et si tu veux t'entraîner, tu t'entraînes. Ouais. Toi, tu connais un peu mieux la Thaïlande et la boxe thaï. Moi, je connais pas, donc. Alors, il faut quand même. Effectivement, on peut voir des combats de boxe thaï, comme tu dis. Hein, on peut voir des combats de boxe thaï à tous les coins de rue en Thaïlande. Ça, c'est vrai. Maintenant, des combats de boxe thaï Enfant, c'est rare. c'est quand même pas tous les jours. C'est pas Alors, tous les effectivement, je pense que c'est assez rare pour que ce soit mis en lumière à certains moments. C'est pas non plus monnaie courante. Maintenant, je veux dire, des petits qui font de la boxe en France, la boxe anglaise, à partir de 10 ans, tu peux faire des combats. Alors, non, c'est la boxe éducative, c'est sans contact. Voilà, sans contact. Alors voilà, contact. il y a ce truc-là, effectivement. Eux, après, je sais pas s'ils ont droit au coude, je sais pas s'ils ont droit au genou. Je pense pas avoir toutes les clés pour me permettre de juger. Et puis, quand bien même, comme tu dis, c'est un problème culturel. C'est Comment dur de juger ouais, Tu vois, dur. David, tu dis que ça leur évite de finir dans la rue. Non, je dis ça. Non mais un parce peu que c'est extrême, poussé. Mais t'as raison. C'est exactement mais, ça. mais- Qui je mais- suis pour juger et dire. Mais ça rejoint ce que tu dis, Adrien. C'est-à-dire, bah non, franchement, tu devrais bien pas boxer. Tu ferais mieux d'aller rencontrer des occidentaux. Enfin, il y a un moment où non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Donc Va à l'école, ramène des bonnes notes. C'est ça. bah c'est compliqué quand on n'a pas d'école, tu vois ce que je veux dire, dans certains villages, dans certains trucs, enfin c'est compliqué. Mais par contre, au niveau français, tous les sports de contact faits à l'école sont en light contact ou en no contact. C'est-à-dire que la boxe, même à l'université, je suis sur de la touche. Même de l'anglaise. Même à l'université. Ah ah. Ouais. Ah ouais. C'est étrange ça quand même, parce que là, t'as affaire à des adultes. Oui, puis je pensais qu'on avait des casques, des choses comme ça en fait. Non, mais même quand tu as les cas, c'est-à-dire que les compétitions universitaires ne se font pas en plein. Il n'y a pas de recherche du chaos. Je dis pas qu'il n'y a pas de contact, je dis qu'il n'y a pas de recherche du chaos. Oui, mais alors ouais, enfin comment tu définis ça, quelqu'un qui a mis KO quelqu'un J'ai fait les championnats universitaires de boxe anglaise. Et c'était sur la phase finale. Et je me retrouve face à un gars. Je revenais d'une série de compétitions à l'étranger en jiu-jitsu brésilien, en grappling. C'était vraiment une période pour moi quasi de surentraînement. Donc je sentais des fourmis dans mes membres partout. J'étais vraiment, j'avais l'impression d'être tétanisé en permanence. Et je me retrouve à devoir honorer cette invitation, ou le fait de m'être engagé, cet engagement. Et face à moi, il y a un gars qui arrive et qui me sort une espèce de gros overhand dans la face, plein contact, mais avec recherche du KO. Et moi, je comprends pas. Je regarde l'arbitre. L'arbitre ne dit rien. Aïe. Bon, alors moi, j'essaie de me déplacer. Je suis un peu lourd. Il m'en remet une grosse. Boum, je fais, allez, vas-y, je t'allume. Et là, c'est tourné en bagarre. Et au bout d'un moment, l'arbitre, et nous, on recherchait vraiment le KO. Et l'arbitre arrive et me fait à moi, coup appuyé, ça continue comme ça, je vais vous disqualifier. Pas de recherche du KO. Ah oui, c'est compliqué là. Et ben oui, alors c'est moi qui me suis fait avoir. Parce qu'on boxait tous les deux aussi mal l'un que l'autre. Mais qu'on cherchait tous les deux à appuyer l'un que l'autre. Et c'est pas moi qui avais commencé. Ben, quoi qu'il en soit, c'est moi qui l'ai eu dans le baba. En même temps, on était à Marseille. Le gars était marseillais, l'arbitre était marseillais. Ça assurait celui qui passait ce tour-là une médaille. C'est pas moi qui l'ai eu. Ça, on me le raconte très souvent, hein, que la boxe, c'est très... Voilà, il y a beaucoup d'amitié, que l'arbitrage en boxe, c'est très compliqué. Je me demande si c'est pas à Mike Tyson que c'est arrivé ça justement, parce qu'il boxait, donc il faisait les championnats universitaires. Et il me semble que justement il s'est vu refuser le titre parce qu'il avait mis KO C'est possible. la personne en face, et que c'est pour ça qu'il avait pas pu aller la première fois, je crois, au JO ou un truc comme ça. Ouais, Il me parce semble que c'est lui. T'as pas le droit de Mais mettre de il KO. disait, mais le problème c'est que lui il avait 13 ans je crois, ou un truc comme ça, 14 ans, il était Contrôle. passé en truc universitaire. C'est recherche Et on du lui- contrôle. Mais oui, mais il écrit dans son livre, il disait mais comment j'aurais pu faire, enfin je veux dire il dit je l'ai même pas cogné, Ah ouais. et il s'est vu refuser les premiers JO Et à c'est cause comme de ça. ça. Et le mec il dit mais j'ai même pas cogné, tu vois, c'est-à-dire le type est tombé quelque part, c'est pas sa faute si le mec en face a été trop faible, tu vois.
Ça veut dire quoi, pas rechercher le KO? Pas rechercher le chaos, ça veut dire ne pas appuyer. Bah, c'est compliqué dans les Bah, sports. c'est ça, tu te bases quoi? Tu te bases sur l'expression du visage du mec Non, qui mais veut taper? mais pas appuyer. Ah, tu vois par rapport à l'amplitude et la vitesse et le placement, le fait de passer l'épaule d'une certaine façon et de revenir plus vite ou de chercher à pénétrer profondément la face de ton adversaire. Tu vois quand c'est appuyé. Tu vois quand tu cherches à... Et je dis pas que... bon, en boxe, on dit que c'est la vitesse qui tue. Donc, vraiment, regardez Cyril Diabaté, pour revenir à lui. Regardez les combats qu'il a fait à l'UFC. Regardez le ratio qu'il avait. Et à chaque fois qu'il met des KO, vous n'avez pas l'impression qu'il appuie. Parce qu'il est précis Ah ouais. et rapide. Et ça touche au bon endroit, c'est relâché, c'est boum, c'est propre, c'est net. Regardez Francis Ngannou ce week-end. Alors, Ouais. polémique. Les gens qui disent... Bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'autre, il s'est pris un coup, un uppercut, qu'il a sonné, que il n'était pas KO, qu'il était down, mais qu'à un moment donné, ses jambes lâchent, parce que ses jambes lâchent le poids du corps et la position alors qu'il était en déplacement. Là, il y a son genou qui fait crack et qu'il tombe, qu'il a mal et que derrière l'autre il le tape. Bah ouais, mais il l'a mis KO, hein, ça s'appelle un KO. Ça s'appelle un KO technique. Alors, Velasquez d'accord, raconte qu'il avait mal depuis le début, dès que ça a démarré. Mais après, encore une fois, oui, sur mal. 25 secondes, il peut douter de ses souvenirs aussi après un KO. Non, mais alors il avait mal, mais il se la prend. Il se prend l'uppercut Oui, et après bien ça fait vloup, et là il tombe. Ouais. Non, puis peut-être qu'il a jamais eu mal et qu'il croit avoir eu mal parce qu'il s'est pris un KO, que ça a duré 30 secondes. Mais c'est dur, hein, ça, la c'est mémoire dur. après un KO. Et moi, je suis fan de Ken Velasquez, du style qu'il avait. Mais le problème, c'est que c'est un sport sans pitié. C'est clair. Et si tu montes et que tu te sens pas bien et que tu te fais défoncer en 30 secondes, Ouais, faut rien dire derrière. ça restera dans... Tout ce qu'on verra, c'est que, un, tu t'es fait taper, et deux, tu as cherché des excuses. Ouais, exactement, il vaut mieux rien dire derrière, dire sans forcément dire qu'il a été plus fort, mais rien dire, dire ok. En 2015, je fais les mondes Nogi. Et comme j'avais gagné les Europes Nogi en Master 2 avec assez de facilité contre un gars qui avait fait 3e et 2e au monde, Nogi, je me dis, bon, je suis bien, je vais aller en Master 1. Parce que Master 1, ça a plus de classe que Master 2. Le matin de la compétition, je pouvais pas ouvrir un pot de confiture. Tellement je me sentais pas bien. T'étais stressé ou... Non, j'étais simplement dans une phase où j'étais hyper fatigué. D'accord. Et je me dis, j'y suis, il faut que j'y aille. Mais je peux te dire un truc, hein. Le matin, mon envie, c'était d'aller faire un cinéma et de rester sous la couette. Mais c'est ce que j'aurais dû faire. Je me suis fait défoncer un truc de fou. Je dis pas que j'aurais battu le gars. Je dis juste que peut-être que j'aurais pu tenir différemment. Mais, va dire ça aux gens, on s'en fout. C'est vrai, on s'en fout. Hein. Les T'y es allé, t'as fait ton truc, peut-être que le gars en face de toi, il était dans le même état. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui as perdu ou c'est toi qui as gagné. Ouais. Et le problème, c'est ça. Mais par contre, et ça sur la façon dont certaines personnes ont de voir les combattants, un jour tu es un dieu parce que tu as gagné, le lendemain tu es une sous-merde parce que tu as perdu. Et ben ni la première assertion ni la deuxième ne sont vraies. Tu es ni un dieu ni une merde. Tu fais ton truc, tu gagnes, tu perds. C'est dur, hein. C'est vrai que c'est un milieu... C'est sans pitié. C'est un milieu très 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 C'est sans difficile. pitié. Ouais. Parce qu'il y a même aussi des gens qui, même en gagnant, comme ils n'ont pas gagné de la bonne manière, On va te descendre, on va te dire que tu es une merde. C'est bon, mais de toute façon, mais ça rejoint aussi la fame, quoi, le fait d'être connu, c'est s'exposer. Sauf qu'en plus, il y a le côté, il y a la partie, on va dire, la mauvaise partie du côté, enfin le mauvais côté viril, c'est-à-dire qu'on met en avant son espèce, soit sa masculinité, soit sa violence, son ego, ces choses comme ça. Mais c'est le même principe pour une star de cinéma ou des choses comme ça. Je veux dire, il suffit qu'elle fasse un mauvais rôle et on va la descendre et tout ça, machin. C'est accepté. Ce que je veux dire, c'est que faire un sport comme ça, rentrer dans un business comme ça, c'est aussi accepter ça. Alors nous, dans le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même un peu plus niche, on va pas se mentir. Ouais. Mais être à un niveau comme le tien, où là en ce moment, on parle beaucoup de Gordon Ryan. C'est-à-dire que je vois pas. En fait, je vois pas comment on peut descendre Gordon Ryan. En réalité, le mec vient, gagne tout, il dit je vais tout gagner, il le fait.
où est le problème ? Et pourtant, il y a des détracteurs, il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, que il a rien à faire là, Il que gagne c'est pas un voleur. vraiment. Comment ? C'est ça les arguments? Mais il y en a pas, mais il y en a pas d'autres parce que c'est pas vrai. Il n'y a tu peux pas d'argument. Il n'y a pas Et de donc véritable voilà, argument. et quelque part, Gordon Ryan, il le dit. Alors lui, il l'assume encore plus avec son truc de couronne et blablabla. Mais il assume en disant, bah non, mais c'est vrai que si je veux être vu, si je veux, bah il faut accepter ça aussi, quoi. Ouais. C'est très violent, Mais c'est hyper dur. Quand il dit qu'il n'y a pas de respect dans le milieu et que ça n'est que des personnes fortes qui prennent ce qu'ils ont à prendre parce qu'ils peuvent prendre ce qu'elles veulent prendre, eh ben, il n'est pas très éloigné de la réalité. Je pense même qu'il a franchement raison. Et c'est très facile pour des mâles alpha, des mâles dominants, entre guillemets, par rapport à notre discipline qui est quand même dominée par les hommes, de faire semblant d'être humble et d'être cool parce qu'on a tapé la gueule de tout le monde et que de toute façon tout le monde nous regarde comme si on était... voilà. Et c'est très... Mais c'est pas ça être cool, c'est pas ça être poli, c'est pas ça être respectueux. C'est-à-dire que tu dois pouvoir te comporter de la même façon lorsque quelqu'un t'agresse, que cette personne, tu sois sûr de la défoncer ou de perdre. Et c'est ça le vrai courage. François Laurent, donc, il dit souvent pour rigoler, c'est un milieu de lâche ou de maso. J'aime beaucoup. Ah oui, mais c'est vrai. C'est un milieu de lâche ou de maso. Et les gens qui pensent le contraire... En fait, quelle est la plus belle victoire ? C'est la victoire de rang. La victoire de rang, c'est de te dire que cette personne-là, on est plus ou moins au même niveau, savoir qui est-ce qui va arriver à se dépasser pour gagner. Parce que tu as des gens, tu es sûr que tu vas les battre. Oui, donc c'est pas que c'est pas une victoire, mais c'est bon. Alors, ça peut motiver l'autre à se dépasser. Mais peut-être que si la personne se motive à se dépasser, c'est qu'elle n'était pas véritablement à son réel niveau. Mais tu as des gens, tu combats 10 fois contre eux, c'est 5-5, c'est 6-4, tu vois, il y a un véritable enjeu. La vraie victoire, elle est là pour toi. La vraie victoire, elle est là. Donc Gordon Ryan doit recombattre Peña, quoi. Ah, très clairement. Oui, moi je pense que Gordon Ryan, c'est un phénomène, mais qui s'appuie sur le travail. Il travaille beaucoup. Qu'on vienne pas me dire qu'il est dopé à mort parce que tous les autres, ils sont dopés. Oui. Tous les autres. 90%. C'est un vrai sujet, ça. Là tu le dis comme si, ouais, mais c'est quand même quelque chose, alors on va pas dire tabou, parce que nous en plus, C'est Castel pas FM, tabou. c'est pas comme si on dénonçait tout ça, mais c'est pas quelque chose qui sort quand même très fréquemment de dire non, dans les sports de combat, Non, les à sports- haut niveau, Nos si t'avances, c'est que... Non, mais nos disciplines à nous, il n'y a pas de contrôle réel. Et après, tu peux savoir quel type de contrôle c'est. Les gars, ils sont chargés. Quand j'ai gagné les Accor Games à Pékin de grappling, c'est les Jeux mondiaux où en fait on prenait les 8 premiers, les 8 premiers des championnats du monde. Et puis ils s'affrontaient et en fait c'est entre guillemets comme les Jeux olympiques des sports non olympiques. Même si bon, il y avait quand même la lutte, mais bon. Et là, je gagne ma catégorie. Je suis super content. En plus, le public chinois était hyper réactif. Donc, franchement, c'était vraiment super cool. Et comme j'étais en terrain complètement inconnu, tu vis le truc à fond. Il y a 2 types, ils viennent, ils me font « Bon, monsieur, venez ». J'ai passé toute ma joie à essayer de post-compétition, à essayer de pisser dans un truc qui venait pas. Et j'y arrivais pas parce qu'il y a des gens qui te regardent là comme ça. Et t'avais plus à pisser. J'arrivais plus à pisser. J'ai attendu 1h30 pour y arriver. J'ai bu. La première fois, il n'y avait pas assez. La deuxième fois, c'était bon. Mais il y avait 1h30 qui était passée. Et j'étais là avec d'autres. Et attends, t'avais même pas un test sanguin. Exactement, c'est ce que je voulais te Ouais, dire. voilà, Il n'y avait pas grosse de test sanguin. Grosse blague. Sanguin. Sachant qu'on recherche certaines choses, même dans les tests sanguins, on recherche certaines choses. Bon, là, au niveau financier auquel sont les grappleurs, les jutsuka, bon, c'est facile de trouver les molécules. Et si tu veux vraiment les trouver, tu les trouves. Mais en JJB, tu as uniquement les vainqueurs adultes ceinture noire qui sont testés. C'est pour ça que Peña d'ailleurs s'était fait sauter contre Galvão en 2016 et Galvão de dire c'est inadmissible, il est dopé, Quel le titre doit me revenir et le titre lui est revenu. Ouais, ok, super.
Et je ne peux rien dire, il est plus fort que moi. Il est plus fort que beaucoup de monde. Peut-être Gordon Ryan, mais c'est tout. Hein. Oui, mais c'est parce qu'il est chargé. Ah oui, c'est ça. Ouais, alors pas que, mais lui, il a, pour le coup, j'ai fait la connaissance de comment il s'appelle, d'André Galvan, quand il était, je l'ai connu quand il était ceinture violette à l'époque. Et déjà, il tapait les noirs. Et il avait gagné la DCC en violette. Hein. Et alors peut-être même que j'ai connu un peu avant en bleu. Et c'est un type, et c'est une bête de travail. Mais c'est sûr. Une bête de travail, Mais il est tous, incroyable. hein, en fait. Tous. Parce que j'ai croisé aussi au Brésil des C'est gens bien qui joli étaient bien d'être- chargés. C'est bien joli d'être Et qui dopé et de était pas nul. bosser, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai connu des C'est gars ce qui que étaient j'allais chargés dire. qui étaient nuls. Et puis il y en a ici en France aussi, Oui, hein, oui. qui se chargent fort et qui au final ne sortent Ils ne font absolument pas rien. grand chose, on est d'accord. On est d'accord. Bon, ils sont pas au NCU. Hein. J'espère bien. Après, c'est facile, mais bon. David Pierre-Louis. Yep. C'était top. Attends, tu peux refaire la même avec une voix plus France Inter, s'il te plaît? David Pierre-Louis. Vas-y, finis. J'aime bien. Merci. Adrien, je sais pas ce que tu en penses, mais on a passé un excellent moment. Merci. J'essaye de. On est sur Castanet. Je peux pas le faire aussi bien. Non, mais parce que c'est un travail. Là, c'est la voix France Inter. En fait, c'est plutôt la voix FIP, je pense, en vrai. Ouh. Ah, c'est France Inter Paris, hein, ça reste France Inter. C'est vrai, t'as raison, il y a quelque Exactement. chose d'un petit peu plus envoûtant, Ouais, quelque c'est chose ça. d'un petit peu c'est plus, ça. effectivement. C'est rive droite, ça. Hein. Oui, on est des bobos. Ouais, on est des bobos. C'est rive droite, ça. Écoute, on enregistre sur la rive droite, hein, Ah, soyons très ouais. clairs. Ah, on est rive droite en plus. On est rive droite. Ah. On est rive droite. David Pierre-Louis, merci d'être venu dans nos studios du 12e. Merci les gars. C'était vraiment chouette. Merci, Ouais. c'est gentil. Franchement, depuis le temps qu'on devait te recevoir, c'est cool. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu là. Ah, bah c'est un honneur. Oh, bah, c'est nous qui t'utilisons Non, toi. honneur, non, pas honneur. Ah, Ça non, t'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et je trouve que c'est un honneur. Ouais. À tous nos petits castagneurs qui nous écoutent, on est toujours là. Si vous avez des gens que vous pensez qu'il faut faire venir, des gens pas forcément connus, des gens de votre club qui ont des choses à raconter, qui n'ont pas les plus grosses expositions médiatiques ou qui sont pas les plus anciens, nous, on est sur Paris, hein, c'est toujours plus compliqué de voir les gens de province, on l'a déjà dit 1000 fois, mais Laurence Cousin, Manu Fernandez et Vincent Nguyen sont sur la liste. Dès qu'on arrive à les choper... Hugo Février. non, pas Hugo Février. Ah bah tu lui diras en face, hein, mon pote. Il va t'étrangler. Mon pote, t'es chaud. Si, Hugo Février, évidemment, et Fred Rocard, on voudrait prendre les deux en même temps. On pense C'est que ça vrai. va être une grosse émission. Voilà, mais n'hésitez pas à nous faire parvenir Moi vos j'aimerais messages. avoir Fred Roca, Hugo Février et Stéphane Spataro. Tout en même temps. Tu sais que là, il n'y a même pas besoin de toi, là. On Non, les met non, entre- on leur laisse les micros et puis ils se débrouillent. Hein. Ah ouais, j'aimerais vraiment ça. Ouais, le tout risque d'être censuré après au Il y a de montage. fortes chances. Bon, c'est moi qui fais le montage, donc. Mais ça risque d'être drôle. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous communiquer les noms, à nous dire qui, à nous mettre en relation. On est là et on est chaud. Exactement. David, merci encore. C'était Merci à vraiment toi. chouette. Désolé pour ça arrive. Donc vous voyez, hein, les petits castagneurs là, on fait pas exprès. On en est seulement à David Pierre-Louis. Il y en a plein d'autres encore à voir. Donc n'hésitez pas. Dites-nous qui vous voulez et on essaiera d'y répondre. Merci à tous. Merci Jérémy. Merci David. À la prochaine. Merci, salut, les gars. merci Adri, mon pote Adri de Castagne FM.